Le groupe de personnes s'est élevé de plus en plus haut, et le chef a crié aux autres qu'il ne leur restait que peu de temps et qu'ils devaient donc pousser plus fort pour atteindre leur objectif. Et puis un homme avec un drapeau rouge, ce qui signifie qu'il était celui qui dirigeait tout le monde, a commencé à dire à un gars de se lever plus vite et de ne pas rester à la traîne, car dans des endroits aussi reculés, les gens devraient toujours se serrer les coudes pour leur propre sécurité. Il était clair à quel point c'était difficile pour ce type, car tout le monde ne peut pas grimper au sommet de la montagne. Car tout le monde a des capacités physiques différentes, vous devez donc évaluer sobrement votre force. Le jeune homme a expliqué qu'il essayait, mais que si la préparation ne suffit pas, alors l'effort seul ne vous mènera pas loin, donc peu importe ses efforts, il ne parviendra pas à rattraper les autres. Les petits-enfants, quant à eux, se moquaient du héros en disant que c'était l'adulte le plus faible qu'ils aient jamais vu, car même s'ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas du tout l'air fatigués, mais au contraire, plein de force et de désir d'avancer. Ensuite, l'homme s'est tourné vers cet homme, l'appelant monsieur écrivain, puis lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas s'en sortir, car même les filles de l'école primaire se débrouillaient bien, contrairement au jeune homme. Ensuite, l'écrivain a expliqué qu'en raison de sa profession, il mène une vie sédentaire, préférant être à la maison plutôt que de faire du sport. C'est pourquoi il s'est fatigué si vite, car il n'était pas habitué à être actif physiquement. Le héros se souvenait à quel point il se sentait à l'aise à la maison, où il n'avait pas à faire d'efforts, mais pouvait simplement s'allonger sur un lit moelleux et jouer à des jeux sans dépenser beaucoup de force et d'énergie. Il s'est avéré que le jeune homme était heureux de s'allonger sous le climatiseur de sa maison avec toutes les conditions de vie. Mais il se trouve que son éditeur a entraîné l'écrivain dans les montagnes, ce dont le héros lui-même n'était pas particulièrement content. Le jeune homme rêvait déjà de la façon dont il punirait l'éditeur pour un tel acte, et la punition était que l'écrivain le forcerait à relire ses brouillons, ce qui semblait être une excellente vengeance. Et puis le bâton, qui servait d'unique support au jeune homme pour l'aider à bouger, a soudainement craqué avec un son caractéristique, ce qui était une situation imprévue. Car le gars y croyait trop pour penser qu'il pourrait se briser. Et du fait que le jeune homme a dirigé tout son poids sur son support, dès que celui-ci a disparu, ce qui est logique, il n'a lui-même pas pu rester debout, commençant à tomber. Le gars a réalisé trop tard dans quelle situation il se trouvait, il n'a donc eu que le temps d'avoir peur de sa chute, mais c'était très difficile de faire quoi que ce soit pour le moment. L'écrivain n'a jamais trouvé d'autre support, car il y avait inadmissiblement peu de temps pour cela. Donc, sans rien faire, le jeune homme n'a pas pu se sauver. Alors il a commencé à tomber d'une grande hauteur, puis il a pensé que, très probablement, c'était comment sa fin viendra. Le jeune homme tendit la main dans l'espoir qu'il y avait encore une chance de s'accrocher à quelque chose, mais il comprit toujours qu'il ne pourrait pas s'échapper, quoi qu'il fasse. Il était sur le point de mourir, et comme on dit habituellement, toute sa vie défilait devant ses yeux, le forçant à réfléchir à ce à quoi il passait sa vie, qui est donnée à chacun seul. À ce moment-là, l'écrivain s'est rendu compte qu'au lieu de rêver de pouvoir dans un autre monde, il aurait dû regarder la vie de manière plus réaliste, car tout le monde ne peut pas enlever ses lunettes roses, mais tôt ou tard, ils étaient toujours destinés à être battus. Le héros s'est rendu compte qu'il aurait dû adopter une approche plus responsable de sa vie et ne pas se laisser distraire par toutes sortes d'absurdités pendant son travail. Mais, malheureusement, il s'en est rendu compte trop tard. Personne n'a essayé d'aider le jeune homme, et il aurait probablement été très difficile de le sauver, alors il a quand même commencé à tomber d'une haute montagne, ne sachant pas où cela le mènerait. Le jeune homme a dû tomber longtemps, car il était loin du sol, et maintenant il tombait dans l'inconnu, incertain de pouvoir survivre. Lorsque le héros est tombé de la falaise, il a pu ouvrir les yeux, puis s'est rendu compte qu'il s'était avéré qu'il avait survécu à une chute aussi terrible, ce qui était un véritable miracle. Et puis le jeune homme s'est rendu compte qu'il n'était pas simplement tombé, parce que quelqu'un avait réussi à lui attacher les mains avec une corde en un nœud solide, et on ne savait pas qui l'avait fait et pourquoi. Alors que le gars se remettait de son réveil, il a soudainement senti quelque chose tomber sur son front, alors il a décidé de retracer d'où venait cette goutte. Ayant rassemblé ses forces, le héros leva les yeux, puis il vit quelque chose qui l'étonna beaucoup, il était donc surprenant qu'il ne l'ait pas remarqué auparavant. Et le jeune homme a remarqué une fille qui bavait sur lui, et c'est pour cela que quelque chose a coulé sur l'homme, parce que l'inconnu était pratiquement suspendu au-dessus de lui. La jeune fille était habillée de façon très étrange, avec quelque chose qui ressemblait à la peau d'un tigre, et ses vêtements ne ressemblaient pas à ceux que portent les gens ordinaires, car ils étaient négligés et très révélateurs. Le héros essayait de se rassurer en lui disant qu'elle était aussi un être humain, tout comme lui, pour qu'elle ne le mange pas, mais il n'arrivait pas à croire à ces mots, donc il devenait de plus en plus difficile de se contrôler et de ne pas crier. Et puis l'inconnu a commencé à parler dans sa propre langue, qui était incompréhensible pour l'écrivain, donc il n'avait aucune idée de ce que la fille disait sur la tendreté de sa viande. Même si le gars espérait qu'il ne le mangerait pas, la sauvage, quant à elle, pensait à quel point ce serait savoureux lorsqu'elle ferait frire cet homme,
imaginant à quel point la viande serait juteuse si elle était cuite correctement. L'écrivain n'a pas compris de quoi parlait la jeune fille, mais il a quand même deviné que cela ne se terminerait pas bien, car il semblait qu'il deviendrait bientôt un steak. Le héros a commencé à penser que, apparemment, le ciel voulait qu'il souffre plus longtemps et qu'il n'était donc pas autorisé à mourir simplement en tombant d'une falaise, et maintenant il serait très probablement mangé. L'inconnu avait déjà sorti son épée et avec un sourire affamé commença à s'approcher de plus en plus près du jeune homme, continuant de baver. Et maintenant, le gars voit déjà l'arme presque sous ses yeux, réalisant que cette fois il ne pourra certainement pas s'échapper, car il est difficile de s'entendre avec quelqu'un qui va vous manger. Et puis il s'est avéré que l'inconnu voulait utiliser la lame non pas pour couper le héros, mais la corde avec laquelle ses mains étaient liées, et elle l'a fait pour le libérer, pas pour le tuer. Cet acte a grandement surpris l'écrivain, qui pensait déjà que la fin était venue pour lui et a dit mentalement au revoir à sa vie, car il était sûr qu'il serait bientôt tué et mangé. Et puis l'inconnu a dit que même si elle avait très faim, même dans ce cas, elle n'allait pas manger quelqu'un. Lorsque le héros réalisa qu'il n'allait pas le manger, il décida finalement de regarder l'étranger, qu'il avait effrayé très récemment. Et c'est seulement alors qu'il remarqua que la jeune fille n'était pas une personne simple, car ses oreilles ressemblaient plus à celles d'un chat ou d'un autre animal qu'à celles d'un humain. Et puis l'homme s'est rendu compte que l'inconnu avait non seulement des oreilles inhabituelles, mais que ce qui était aussi surprenant, c'est qu'elle avait une queue. Bien que l'héroïne ressemblait à une personne, parlait et marchait sur deux jambes, il s'est avéré qu'elle n'était pas une personne. Ensuite, le jeune homme a pensé que depuis qu'il avait vu une telle créature, il se retrouvait très probablement dans un autre monde, car il ne pouvait y avoir d'autres options pour les événements. Le jeune homme a commencé à penser que puisqu'il est écrivain, il ne voit en principe rien d'étrange dans ce qui se passe, mais il a été indigné par le fait qu'il existe des centaines de façons intéressantes de mourir, et il a eu la gravité. En conséquence, le héros a décidé qu'il devait se ressaisir et en savoir plus sur cet endroit, car toute information serait désormais très importante pour avoir une meilleure chance de survivre dans ce monde inconnu. Tout d'abord, l'homme regarda autour de lui, essayant de comprendre où il se trouvait maintenant, car il se demandait où le destin l'avait mené. Le héros n'a pas vraiment apprécié l'intérieur de la pièce, concluant que l'endroit où il se trouvait en ce moment n'était pas très bon. L'écrivain était habitué à sa maison confortable avec toutes les commodités, donc ce qui l'entourait en ce moment semblait trop peu pratique et démodé. Ayant réussi à se lever, le héros remarqua la lumière qui sortait de la sortie, alors le gars commença à marcher vers cette lumière. En conséquence, le jeune homme a décidé de regarder à l'extérieur pour évaluer la situation et comprendre à quoi ressemble le monde dans lequel il a été amené de manière si inattendue. Ce que le gars a vu l'a beaucoup surpris, car la première chose qui a attiré son attention était deux créatures qui couraient qui ressemblaient à un renard et à un oiseau, qui semblaient jouer à chat. Plus tard, il prêta attention à d'autres créatures qui marchaient avec des lances et portaient des peaux d'animaux. C'est alors que le personnage principal s'est rendu compte qu'il se trouvait dans une société primitive, comme en témoignent ses vêtements, son comportement et ses habitations. Et puis quelqu'un à proximité a commencé à dire quelque chose, mais le jeune homme n'a pas compris un mot de tout ce qu'il avait entendu. Automatiquement, l'écrivain s'est retourné à la recherche de la source du bruit, et ce qu'il a vu l'a légèrement effrayé. Après tout, il a vu un homme de grande taille qui lui a demandé le nom du héros, d'où il viendrait et pourquoi il était venu au village de Yanlong. Mais le jeune homme, bien sûr, n'a pas compris ce qu'ils attendaient de lui. Après cela, la fille s'est tournée vers cet homme, l'appelant papa, et il a évaporé, disant que devant des étrangers, elle devrait l'appeler capitaine. Ensuite, l'héroïne a dit d'accord, puis a rappelé l'homme papa, ce qui l'a mis un peu en colère, car il ne l'écoutait pas. Et pendant que le père et la fille communiquaient, le héros restait figé sur place, car pour lui cette langue était inconnue, il ne savait donc tout simplement pas quoi faire et ce qui se passait. Par conséquent, le jeune homme planait toujours dans ses pensées, pensant qu'il se retrouvait réellement dans une société primitive, ce qui était inimaginable. L'étranger, quant à lui, a demandé au capitaine pourquoi cet homme était silencieux, puis a conclu que c'était son père qui lui avait fait peur, ce à quoi l'homme lui-même a répondu que puisque ce type est doux et subtil, il vient très probablement d'un grand village. Après cela, le capitaine a ajouté que le chaman voulait regarder l'invité de leur village, il devait donc lui emmener le héros. Pendant que les héros marchaient, l'écrivain attirait tous les regards sur lui, car il ne ressemblait pas aux autres, ce qui attirait l'attention, comme cela arrive habituellement. Et le jeune homme réfléchissait à l'endroit où il avait été emmené, car dans son monde, rien de tel ne pouvait exister, où qu'il regarde, il y avait des queues et des cornes partout. Les créatures, à leur tour, étaient surprises que le héros n'ait ni aile, ni cornes, ni queue, et que la viande soit si tendre, sans un seul muscle, donc il ne ressemblait absolument pas à un combattant. Les habitations de ce village avaient l'air très primitives, donc même à partir d'elles, on pourrait dire que l'écrivain s'est retrouvé dans une société primitive. Et cette société n'était certainement pas dans le pays natal du héros, mais comme il est écrivain,
il n'a pas été si difficile pour lui d'accepter la renaissance, et même si tomber d'une falaise était une méthode ennuyeuse, c'était assez rare. La question restait, que devait faire ensuite le jeune homme, puis il décida que l'essentiel était de ne pas paniquer et de tout surveiller attentivement, car il ne pourrait certainement pas s'échapper. Le héros se souvenait également qu'il y avait des ossements d'animaux partout, mais qu'il n'y avait pas d'os humain, ce qui ne pouvait s'empêcher de se réjouir. Et les créatures vivant dans cet endroit ont regardé le gars, plus probablement pour des raisons scientifiques que gastronomiques, et l'ont même laissé dormir, ce qui signifie qu'elles ne sont certainement pas des cannibales, donc rien de mal n'arrivera au héros. Et puis le commandant a dit quelque chose au jeune homme, mais encore une fois le jeune homme n'a rien compris, car cette langue ne lui était pas familière. Il était clair que le héros ne comprenait rien, mais les autres ne se rendaient toujours pas compte qu'il était inutile d'essayer de lui parler. Ignorant l'expression incompréhensible sur le visage du gars, l'homme a continué à dire quelque chose, sûr d'avoir été compris. Le héros commença à agiter les bras pour montrer par son apparence qu'il ne comprenait pas un mot. Ensuite, l'homme a cessé d'essayer de tout expliquer à l'écrivain avec des mots et a simplement pointé sa main dans une certaine direction. Il s'est avéré que l'homme a indiqué une demeure qui était la plus grande et la plus belle de toute la colonie, de sorte que l'on pouvait deviner qu'une personne de haut rang y vivait. Et puis nous découvrons qu'il y a un chaman qui ne durera pas longtemps, et donc il veut trouver un nouveau chaman pour les créatures. Mais tout le monde dans la tribu a déjà essayé de passer le test, mais personne n'a de talent pour la magie. Par conséquent, les créatures ne savaient pas quoi faire ensuite, car si elles ne trouvaient pas un nouveau chaman, la tribu mourrait. Puis elles se souvenaient que parmi ceux qui n'avaient pas été testés pour la magie, il ne restait qu'un étranger, que les créatures trouvaient il y a 3 jours. Par conséquent, le chaman a ordonné qu'on lui amène un jeune homme pour qu'il puisse essayer, car il n'y avait plus d'autres options, donc l'écrivain était la seule chance de sauver la tribu. C'est à cause de cette épreuve que le héros fut amené chez le chaman afin que lui aussi puisse passer l'épreuve de la magie. Lorsque le héros entra dans la maison, il remarqua un homme assis au milieu et les autres se tenaient autour de lui. L'écrivain devina donc que cet homme était probablement leur chef. Le chaman commença à faire signe au jeune homme de la main et, à son tour, il fut surpris que leur chef l'appelle vers lui, voulant que l'écrivain vienne. Ensuite, le jeune homme a commencé à s'approcher timidement de l'homme, qui a continué à l'appeler, même si le gars ne savait pas pourquoi on lui accordait une telle attention. Le héros a commencé à penser que le vieil homme avait l'air faible, et si quelque chose n'allait pas, il le prendrait simplement en otage pour se sauver, car il savait dans quel but il était appelé. L'écrivain s'est approché lentement du chaman, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite, et à cause de cela, il était nerveux, prêt à attaquer à tout moment. Le vieil homme était assis, les yeux fermés, et ne disait pas un mot, ce qui inquiétait encore plus le jeune homme de son inaction, car l'inconnu est toujours effrayant. Et puis le chaman ouvrit soudain les yeux, et ce qui était surprenant, c'était qu'une faible lumière bleue en sortait, illuminant ainsi chaque ride du vieil homme. Cette lumière a capturé l'écrivain, et cela s'est produit si rapidement et de manière inattendue que le jeune homme n'a même pas réalisé son plan d'attaquer le vieil homme si quelque chose arrivait. Le jeune homme eut l'impression de tomber, la pièce entière commença à tourner et à disparaître, se dissolvant dans l'obscurité. L'habitation a finalement disparu du champ de vision du héros, et il a commencé à voler dans un espace qui lui était inconnu, ne sachant pas ce qui se passait ni quoi faire. L'écrivain s'est avéré être le seul précis, flottant dans ce néant sombre et mystérieux, rappelant vaguement l'espace. Mais il n'était définitivement pas dans l'espace, car il pouvait respirer. Et tout à coup, il a commencé à être entouré d'un feu qui sortait littéralement de nulle part. La flamme attirait le regard du héros, qui regardait le feu sans détourner le regard, comme si grâce à cela il pouvait apprendre quelque chose de secret. Et puis il s'est avéré que ce n'était pas seulement une flamme, car la silhouette de quelqu'un a commencé à y être tracée. Puis le jeune homme s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose dans le feu. À ce moment-là, un chaman est apparu à côté du gars, qui a demandé au jeune homme s'il avait vu cela, sans expliquer ce qu'il voulait dire, car il savait que l'écrivain le comprendrait. Et puis le jeune homme a demandé d'où venait le vieil homme, puis a précisé où il se trouvait, car le gars ne comprenait toujours pas ce qui se passait et pourquoi il avait commencé à comprendre le langage du chaman. Le vieil homme a expliqué qu'en ce moment les héros sont au plus profond de l'âme de l'écrivain, puis a ajouté que maintenant il donnerait au jeune homme sa langue pour que le gars puisse comprendre les autres. Et après cela, le chaman a demandé si l'écrivain avait vu cela, toujours sans préciser de quoi il parlait. Le jeune homme, ne sachant pas si on lui posait des questions à ce sujet, a déclaré qu'il y avait soit un dragon, soit un serpent à l'intérieur de la flamme. Car le vieil homme avait probablement posé des questions à ce sujet, ce à quoi le vieil homme a simplement répondu que c'était génial. En réalité, l'écrivain ne se trouvait dans aucun espace inconnu, mais restait dans la pièce, les yeux fermés, comme s'il dormait simplement. Et puis il s'est soudainement réveillé, ouvrant brusquement les yeux et commençant à regarder autour de lui, ne comprenant pas vraiment ce qui venait de se passer. À côté de lui se trouvait un chaman qui leva son bâton et cria Subé. Après cela,
le vieil homme a montré l'écrivain et lui a dit que le gars était maintenant un résident du village de Yanlong et qu'il devenait également le prochain chaman. L'écrivain a remarqué qu'il comprenait désormais une langue jusqu'alors inconnue, et il a également été très surpris que tous ces mots lui soient adressés spécifiquement, car il le désignait avec un bâton. Cela a grandement surpris le commandant, qui ne s'attendait pas à ce qu'un étranger ordinaire devienne une figure aussi importante qu'un chaman. Cette nouvelle a frappé non seulement l'homme, mais aussi sa fille, qui a également vu et entendu tout ce qui s'est passé. Toutes les créatures se réjouissaient du fait qu'elles disposaient d'un nouveau manam, car cela signifiait que leur tribu ne mourrait pas. Cependant, parmi les héros joyeux, il y avait ceux qui n'étaient pas très satisfaits du choix du vieux chaman, car il avait choisi un enfant à sa place, et il n'était pas clair s'il pouvait remplacer le vieil homme, mais il n'avait toujours pas d'autre choix. Et puis le commandant s'est rangé du côté de l'écrivain, affirmant qu'il croyait au choix de leur chaman. Et pendant que tout le monde discutait de cette nouvelle, le jeune homme lui-même ne partageait pas la joie des autres, car personne ne lui demandait même son avis. Le héros venait d'entrer dans le nouveau monde lorsqu'il est immédiatement devenu chaman, donc il ne savait même pas quoi faire ensuite, car c'était tout nouveau pour lui. L'écrivain a été sorti de sa stupeur par la fille qu'il a vue pour la première fois dans le nouveau monde, et elle a attrapé le héros, l'entraînant quelque part avec elle. Le gars n'a pas résisté et a suivi docilement l'héroïne, qui l'a constamment conduit dans une direction inconnue. D'autres, pendant ce temps, parlaient du nouveau chaman, disant que son nom subé était très étrange, et se demandaient également de quelle tribu il venait. Et pendant que certains discutaient, d'autres étaient simplement heureux d'avoir un chaman, ce qui signifiait que rien n'arriverait à leur totem. Grâce à l'écrivain, tout le monde était heureux de ne pas devenir des parias et de ne pas décevoir leurs ancêtres. Et le jeune homme ne comprenait toujours pas comment il était soudainement devenu chaman et si cela était normal. Et puis la fille a rassuré le gars en lui disant que le grand chaman lui-même l'avait choisi, pas quelqu'un d'autre, mais lui. Ensuite, l'héroïne a ajouté que puisque le chaman l'avait dit, alors c'était la bonne décision. Car on ne peut pas douter de ses décisions. La jeune fille a dit cela avec tant de confiance et d'enthousiasme qu'elle a même commencé à pointer le gars du doigt, renforçant ainsi sa déclaration. L'héroïne s'est présentée sous le nom de Yanua, puis a ajouté qu'elle garderait désormais un œil sur le nouveau chaman, donc s'il a des questions, il ne devrait pas hésiter à les poser. Il était clair que Yanua était satisfaite de la tâche qui lui était assignée, car elle attendait avec impatience les questions. Ensuite, le jeune homme a demandé à la jeune fille de lui en dire plus sur la tribu, et elle a commencé à dire que la tribu s'appelait Yanlong, et leur totem aussi, mais elle ne pouvait pas le décrire, alors le moment venu, il le découvrirait pour lui-même. L'écrivain a deviné que ce qu'il avait vu dans cet incendie était le totem Yanlong. Après l'histoire de l'héroïne, le jeune homme a demandé à lui parler des devoirs de la tribu. Le héros lui-même a remarqué que le père de la jeune fille est le leader, mais il écoute le chaman, il s'avère donc que le chaman prend le rôle principal. Yanua a été très surpris par cette question, car de quelle tribu appartient ce gars s'il ne sait même pas de telles choses. Ensuite, l'héroïne a expliqué que le chaman est la personne la plus forte de la tribu et que la tribu ne peut pas survivre si elle n'a pas de chaman. Après le chaman vient le chef, qui est le père de la jeune fille et dont le nom est Yanku. Et après le chef venaient les principaux chasseurs, qui possédaient une force incroyable. La tribu compte également des soldats totems, des soldats de réserve et des gens ordinaires. Et puis le gars a remarqué que même s'il y a peu de monde dans cette tribu, il y a suffisamment de positions différentes. Il était clair à quel point cette remarque avait blessé la jeune fille, puis elle a expliqué qu'avant, il y avait beaucoup plus de monde dans leur colonie. Yanua a commencé à rassembler ses pensées pour raconter une autre histoire, mais tout le plaisir sur le visage de l'héroïne a disparu. L'histoire a commencé avec le fait que les membres de la tribu Yanlong vivaient sur des terres fertiles laissées par leurs ancêtres, et qu'il y avait alors beaucoup de tout, y compris de l'eau et de la nourriture. Ensuite, il y avait une source d'eau à proximité des gens, et ils n'avaient jamais non plus faim. En ce temps-là, ils formaient une immense tribu, car ils étaient 300, dont 65 étaient de vaillants soldats. Cependant, leur vie heureuse n'a pas duré éternellement, car il y a 6 mois, ils ont été attaqués par la tribu Black Snake. Et ils ont dévasté les terrains de chasse de la tribu Yanlong, et beaucoup de ses habitants sont morts ce jour-là. Mais pire encore, les gens ont perdu leurs terres fertiles. En raison du fait que les héros n'ont pas pu résister à la tribu Black Snake, ils ont dû déménager à l'endroit où ils se trouvent actuellement. La jeune fille a déclaré avec assurance qu'elle devait devenir plus forte afin de sauver ses camarades languissants en captivité, puis restituer les terres de ses ancêtres. Pendant que Yanua criait qu'elle vengerait tous ceux qui mourraient, l'écrivain pensait silencieusement à tout ce qu'il venait d'entendre. Après cela, les héros se remirent de leur tristesse et allèrent inspecter les environs pour que le nouveau chaman sache où il devrait désormais vivre. Et même si la tribu a perdu ses terres fertiles, il était clair que l'héroïne aimait l'endroit où elle séjournait actuellement. C'est ainsi que les héros passaient leur temps pendant que Yanua montrait au gars où tout se trouvait, car il était important pour lui de savoir tout cela. Après la promenade, le jeune homme a compris comment les choses se passaient et a conclu que les choses pour cette tribu ne pouvaient pas être pires.
Presque tous les habitants sont maigres et pâles, il était donc clair qu'ils n'avaient pas assez de nourriture et qu'ils mouraient de faim. Il y avait très peu de nourriture par personne, donc tout le monde souffrait de malnutrition, ce qui était triste. Le problème était également que les conditions météorologiques, associées au manque d'hygiène, créaient un environnement idéal pour la propagation des bactéries. Et si une épidémie éclate, les conséquences seront terribles et beaucoup ne pourront pas survivre. La situation était si difficile que le nouveau chaman ne savait même pas par où commencer pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Et puis le gars a entendu un son et une tête qui disaient qu'il chargeait le système auxiliaire quotidien. Quelque chose a effectivement commencé à se charger. Puis un message est apparu indiquant que le système d'assistance quotidienne avait été activé. Le téléchargement a réussi, donc un panneau avec ce système est apparu devant le jeune homme. Le héros pensait que, du fait qu'il était écrivain, il savait que cela se produirait. Car sans cela, il a donc décidé d'essayer de le contrôler en utilisant le pouvoir de la pensée, en interrogeant le système sur ses fonctions. Ensuite, le jeune homme a entendu les fonctions actuellement disponibles, après quoi le système lui a dit qu'il devait s'enregistrer tous les jours pour recevoir des ensembles aléatoires pour débutants. Chaque fois qu'un héros est enregistré, il y a une petite chance de recevoir un ensemble moyen et une très petite chance de recevoir un ensemble avancé. La note mensuelle est garantie pour produire un ensemble moyen, et la note annuelle est garantie pour être avancée. Et tandis que le système annonçait que d'autres postes auxiliaires ouvriraient après la première année, l'écrivain s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant d'aide qu'il espérait. Après tout, le gars n'a pas une année entière à attendre, car pendant ce temps toute la tribu mourra de faim. Et puis le jeune homme s'arrêta brusquement, car soudain une pensée lui vint à l'esprit. Il s'est avéré que le jeune homme s'est intéressé à savoir si d'autres pouvaient voir l'interface du système, puis il a appris que seul le propriétaire lui-même pouvait la voir. Ensuite, l'écrivain a tourné son attention vers la jeune fille, qui était indignée qu'il ne l'écoutait pas, et ici elle parlait de la tribu, mais aurait pu s'entraîner. Et puis le nouveau chaman s'est excusé, essayant de se sortir de cette situation, disant qu'il n'avait pas écouté attentivement parce qu'il avait un peu le vertige. Cependant, cela n'a pas convaincu Yanua et elle a ordonné au gars de garder le silence, puis l'a appelé avec elle pour emmener le jeune homme dans un endroit où il pourrait se reposer. Et puis l'héroïne a conduit le jeune homme dans l'une des huttes situées dans cette colonie. Après cela, Yanua s'assit près de la fourrure de tigre, qui ressemblait vaguement à un lit. Le chaman a demandé s'il vivrait ici maintenant, tout en regardant autour de lui et en réalisant que cela ne ressemblait pas du tout à la maison dans laquelle il vivait auparavant. La jeune fille parut gênée par cette question, puis répondit timidement qu'il serait peut-être mieux ici. Le jeune homme n'a pas prêté attention au brusque changement d'humeur de l'héroïne, lui disant qu'il était très fatigué et qu'il allait enfin pouvoir se reposer. Après cela, le gars a sauté sur ce genre de lit et n'a même pas remarqué que Yanua n'en était pas très content. Mais ensuite, la jeune fille a accepté le fait que le chaman ne pouvait pas être arrêté, alors elle a simplement continué à s'asseoir tranquillement. Et puis l'écrivain a senti la peau de tigre, puis s'est rendu compte que cela sentait étrangement. Il a fini par trouver que ça sentait un peu le lait, alors il a aimé ça. À ce moment-là, l'héroïne s'est soudainement précipitée vers le jeune homme, lui criant de ne pas renifler la peau du tigre et de ne rien toucher du tout ici. L'écrivain n'avait pas prévu une telle impulsion de la part de la jeune fille. Il a donc été très surpris de la façon dont elle réagissait vivement à des actions aussi simples. Et puis Yanua a expliqué sa réaction en disant qu'elle dormait à l'endroit même où se trouvait maintenant le nouveau chaman. Après cette confession de la jeune fille, l'écrivain a commencé à réfléchir à tout cela, réalisant que les héros se trouvaient désormais dans une position délicate. Il était clair que la situation était devenue tendue, car cela se ressentait dans le comportement de Yanua. Et puisque l'héroïne a invité le gars à rester dans sa hutte, cela veut dire qu'ils devront désormais vivre ensemble. Le jeune homme n'était pas gêné par le fait que la fille avait des cornes et une queue, il n'y prêta donc pas attention. Toutes ces caractéristiques étaient compensées par le fait que Yanua avait un corps et un visage qui semblaient très beaux de la vue de l'écrivain. Ainsi, après avoir examiné tous les avantages et inconvénients, le jeune homme a décidé qu'il vivrait toujours avec l'héroïne. La jeune fille était indignée par cette attitude envers elle-même, ainsi que par le fait que le héros se comportait comme si on lui demandait de vivre dans cette hutte, et Yanua lui a donc demandé qui avait besoin qu'il se comporte ainsi. Après cela, l'héroïne a ajouté qu'elle devait encore partir en patrouille ce soir, donc elle partait, puis a ajouté que l'écrivain ne devait pas toucher ses affaires, sinon il se ferait frapper à la tête. Et le jeune homme a été touché par la façon dont la fille l'insulte, car même si elle ressemble à une adulte, elle est très facile à embarrasser. Dès que Yanua est parti, le héros a immédiatement décidé qu'il était temps pour lui de se mettre au travail, alors il a dit au système qu'il voulait s'enregistrer, ce à quoi il a entendu en réponse que l'enregistrement avait réussi. Ensuite, l'écrivain a appuyé sur le bouton le premier jour et le système a commencé à dire qu'il recevrait bientôt une récompense. Le système a félicité le héros, car il a reçu un ensemble de soutien moyen, qui comprenait un traitement, puis le gars a pensé que puisqu'il avait reçu l'ensemble moyen, c'était de la chance,
puis il s'est demandé s'il s'agissait d'une récompense garantie pour le premier. Et puis le jeune homme a décidé d'ouvrir le panneau des personnages et a vu toutes ses caractéristiques, y compris le nom subé, l'endurance de 0.7, la force et la vitesse à peu près du même niveau, les pouvoirs spirituels de niveau 2.1, le travail d'écrivain et la capacité récemment acquise à guérir le premier niveau. Ensuite, le gars s'est rendu compte que ses caractéristiques étaient médiocres, donc cela ne lui suffirait probablement pas pour survivre dans ce monde cruel. Il devrait donc prendre soin de lui-même. Pendant ce temps, à une heure si tardive, la lumière tombait de la vieille cabane du chaman, ce qui signifiait que son locataire ne dormait pas. Il s'est avéré que le vieil homme à ce moment-là était assis pensivement non pas seul, mais avec le chef de la tribu. Dans ses mains, le vieux chaman tenait quelque chose qui l'aidait probablement en magie. Et puis le commandant a dit qu'il ne savait pas d'où venait Subé, donc il était douteux qu'il soit vraiment capable de devenir chaman. Et puis le vieil homme expliqua qu'il n'avait plus le temps de choisir, car aucun membre de leur tribu ne possédait de magie, seulement un étranger qui apparaissait soudainement. Après ces paroles, le chaman a commencé à tousser fortement, ce qui a grandement effrayé le chef, qui a commencé à dire que le vieil homme devait prendre soin de sa santé et faire plus attention à lui-même. Et puis le grand chaman a dit que peu importe à quel point il essayait d'empêcher cela, il ne lui restait que quelques jours, donc il était inutile d'essayer de faire quoi que ce soit. Il s'est avéré que l'homme croyait que la tribu avait causé beaucoup de problèmes au chaman, car s'ils étaient plus forts, le vieil homme n'aurait pas souffert lors du raid de la tribu du serpent noir. Et puis le chaman a calmé le chef en lui disant de ne pas s'inquiéter pour ça, car maintenant il y a des choses bien plus importantes. Le vieil homme a demandé au commandant d'organiser la cérémonie d'héritage dans 3 ans. Cependant, le chef en doutait, car il lui semblait que le vieil homme était trop pressé, car il ne savait rien de Subé, et il pourrait être de la tribu du serpent noir. Mais le grand chaman était sûr que la tribu du serpent noir ne pouvait pas élever un enfant aussi gentil et honnête. De plus, nous ne devons pas oublier que Subé a été choisi comme nouveau chaman après avoir examiné son âme. Et il n'y a tout simplement aucune méchanceté dans l'âme de l'écrivain, elle est pure, comme l'eau de pluie qui n'a pas encore atteint le sol. Le vieil homme a décidé que Subé appartenait très probablement à une tribu légendaire, il devait donc être protégé jusqu'à ce qu'il décide de commettre le mal. Et pendant qu'on discutait de l'écrivain, lui-même dormait profondément sur son nouveau lit, sans se douter de rien. Le grand chaman a réussi à convaincre le chef que Subé était une bonne personne. Le commandant a donc décidé de commencer les préparatifs de la cérémonie. Juste au moment où le père Yanua était sur le point de partir, le vieil homme se souvint de quelque chose d'autre qu'il voulait dire. Ensuite, le chef a reçu des informations selon lesquelles les descendants des chamans héritent souvent de leurs capacités. Il serait donc préférable que le chaman ait des enfants plus grands. Le commandant a assuré au vieil homme qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il ferait tout de la meilleure façon possible. Et lorsque le chef commença à quitter la demeure du grand chaman, il remarqua sa fille, qui était assise tout près de la hutte. L'homme s'est rendu compte que sa fille écoutait très probablement le dialogue entre lui et le chaman pendant tout ce temps. Ensuite, Yanua a commencé à s'excuser, disant qu'elle était juste en patrouille et qu'elle était donc passée par là, mais qu'elle n'avait rien entendu. Mais après cela, le chef a rassuré sa fille en lui disant que cela ne lui importait pas qu'elle entende quelque chose ou non, puis il a ajouté qu'il avait une tâche très importante pour Yanua. L'héroïne était heureuse que son père reconnaisse enfin sa force, elle était donc prête à affronter n'importe quelle tâche pour prouver qu'elle pouvait tout faire. Mais la même joie n'était pas visible sur le visage du commandant comme sur celui de la jeune fille encore sans méfiance. Et puis l'homme a dit à sa fille de devenir la femme du jeune chaman et de le porter, plus c'est mieux. Après avoir entendu ce qu'elle avait entendu, la jeune fille regarda un moment avec un air surpris, pensant à tout ce qu'elle venait d'entendre. Quand l'héroïne a tout compris, elle a commencé à gronder son père, car ils avaient déjà discuté du fait que Yanua n'épouserait qu'un homme qui serait plus fort qu'elle. Et cela signifie que le jeune chaman n'a aucune chance, car il n'a que la peau sur les os, il n'a donc aucun moyen de gagner une bataille. Ensuite, le père a commencé à jurer en réponse, demandant à l'héroïne combien de personnes elle connaissait qui étaient plus fortes qu'elle, puis a ajouté qu'elle tuerait le pauvre garçon si elle essayait de le combattre. Puis, d'un ton sérieux et calme, l'homme dit à sa fille d'arrêter de se disputer, car elle avait déjà 19 ans, donc de toute façon il était temps d'avoir des enfants. Et en même temps cela servirait la tribu. Mais il était clair que Yanua n'était pas très contente de ces paroles, et elle expliqua donc à son père qu'elle ne se souciait pas des enfants, car elle voulait devenir plus forte et venger sa tribu. Et puis il a ajouté que si le commandant le voulait ainsi, qu'il épouse lui-même le chaman. Lorsque l'héroïne a partagé son opinion sur toute cette situation, elle a rapidement commencé à s'enfuir et son père a dû lui crier après pour qu'elle s'arrête. Le chaman observait silencieusement toute cette dispute, écoutant tout ce dont le père et la fille se disputaient. Le vieil homme fut surpris que les jeunes aient encore autant de force, puis pensa qu'il aimerait vraiment voir ce qui arriverait ensuite à cette tribu. Et bien que le grand chaman ait très peu de temps à vivre, il essaiera quand même de faire tout son possible pour que la tribu ait un avenir heureux.
Après que le jeune chaman se soit endormi et qu'il se soit réveillé, il a dû ramper hors de la hutte. Et tout cela parce que l'écrivain avait très froid à cause du fait qu'il y avait un vrai duc dehors, et il était habillé très légèrement pour un tel temps. Après cela, le gars a commencé à douter que les gens vivent dans ces huttes, car les bâtiments sont pleins de trous et de fissures. À cause de cela, le héros avait si froid qu'il a failli mourir de froid. Le jeune homme a décidé qu'il fallait faire quelque chose, car cela ne pouvait pas continuer toutes les nuits. Puis Subé a remarqué que Yanua était revenu et il lui a donc demandé d'apporter plus de paille. Il semblait que la jeune fille n'était pas pressée d'aller chercher la paille, continuant simplement à regarder le jeune chaman. Puis elle sembla reprendre ses esprits, réalisant que le jeune chaman lui avait demandé quelque chose. Le dialogue avec son père était encore dans les pensées de l'héroïne, alors dès qu'elle a vu l'écrivain, elle a immédiatement imaginé les nombreux enfants que le leader lui demandait. De façon inattendue pour le jeune homme, l'héroïne a commencé à le battre et à crier qu'elle voulait définitivement un homme plus grand. Le jeune homme n'a pas compris ce que Yanua voulait dire, alors il lui a demandé d'apporter à nouveau de la paille, pensant qu'elle n'avait tout simplement pas entendu. C'est alors que l'héroïne a finalement réalisé la demande et elle a donc demandé pourquoi le gars avait besoin de paille. Le jeune chaman a expliqué que la jeune fille avait de nombreux trous dans sa maison et qu'il fallait donc les réparer. Et pour cela, il avait besoin de paille. L'héroïne comprit alors de quoi il s'agissait et dit alors qu'il en serait ainsi, elle aiderait le jeune homme. Ensuite, il a semblé au jeune homme que la fille commençait à se comporter bien pire et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Subé n'avait aucune idée du dialogue entre Yanua et son père, alors il a continué à être confus et même battu. Et puis le jeune homme remarqua quelque chose qui attira complètement son attention, le forçant à s'arrêter. Il s'est avéré que le jeune chaman a vu des gens qui ne dormaient même pas dans une hutte, mais simplement sous quelque chose qui ressemblait à un auvent. C'étaient de très jeunes créatures qui se recroquevillaient en boule parce qu'elles avaient très froid. Puis l'écrivain a demandé à l'héroïne pourquoi quelqu'un dormait dans la rue. Parce qu'il n'avait même rien pour se couvrir. Ensuite, Yanua a expliqué que peu de gens ont une maison et que les peaux sont très précieuses, donc chacun prend soin de lui, mais le héros ne devrait pas s'inquiéter. Car sa vie est beaucoup plus importante. Il ressortait clairement de l'expression du visage du jeune chaman qui n'était pas particulièrement content de la nouvelle qu'il venait d'apprendre. En conséquence, l'héroïne a quand même aidé l'écrivain à trouver la paille, donc à ce moment-là, les héros marchaient en la tenant dans leurs mains. Et puis, de façon inattendue, le jeune homme n'a pas porté la paille jusqu'à sa nouvelle hutte, mais l'a mise à la place d'une couverture pour ceux qui dormaient dans la rue. Car il faisait beaucoup plus froid pour eux. Yanua n'a pas compris cette action, demandant à l'écrivain pourquoi il a donné toute la paille aux autres, parce qu'il est un chaman, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus important. Ensuite, Subé a tout expliqué à la jeune fille en lui disant que la vie des autres est aussi précieuse que la sienne. Ces mots ont fait réfléchir l'héroïne, de sorte qu'elle ne pouvait même rien dire en réponse à cette déclaration. À ce moment-là, l'héroïne s'est rendue compte que le jeune chaman n'était pas ce qu'elle pensait au départ, car sa personnalité commençait à se révéler à travers ses actions. Et puis quelqu'un a commencé à crier à tout le village que les chasseurs étaient revenus. Et les chasseurs ne revinrent pas les mains vides, mais avec des proies, ce qui ravit grandement tous ceux qui les attendaient avec impatience. Tout le monde était content car ils voyaient la quantité de nourriture que les chasseurs leur apportaient. Un enfant a même couru vers le sanglier à crinière rouge et lui a dit que l'animal avait l'air délicieux. Les adultes, quant à eux, étaient heureux de pouvoir enfin nourrir les enfants. Ensuite, le jeune chaman a demandé à la jeune fille si la nourriture était partagée entre tous les villageois. Et alors, à cause de cette question, il s'est rappelé qu'il n'avait rien mangé depuis une journée entière. Yanua a expliqué à l'écrivain que, surtout lorsqu'il s'agit de viande, la majeure partie va aux guerriers totems, et les restes sont laissés aux enfants et aux guerriers de réserve. Le gars a demandé ce que mangeaient les personnes âgées, puis l'héroïne a répondu qu'il recevait de la nourriture de temps en temps et qu'il mangeait généralement des fruits sauvages s'il pouvait trouver quelque chose. De plus, la tribu ne mange immédiatement que la moitié des proies, et nous séchons l'autre moitié pour qu'elle puisse manger pendant l'absence des chasseurs. Le héros s'est rendu compte que l'approvisionnement en nourriture dépendait entièrement d'un petit groupe de chasseurs et de cueilleurs, et que cela dépendait entièrement de la chance. Le jeune homme a demandé à Yanua si sa tribu pratiquait l'agriculture ou l'élevage, car cela pourrait fournir de la nourriture au village. L'héroïne n'a même pas compris les mots prononcés par l'écrivain, puis a ajouté qu'il ne pouvait même pas se nourrir, encore moins les animaux. Les déclarations de la jeune fille ont conduit le nouveau chaman dans une impasse, car il ne savait pas que tout allait si mal dans cette colonie. Subé ne savait pas comment expliquer à la fille que les cochons pouvaient être élevés pour pouvoir être mangés plus tard, et très probablement, le pauvre cochon sera tranquillement abattu et mangé dès la première nuit. Et puis un homme qui ressemblait à un lion est apparu à côté du nouveau moine, et il a demandé à Yanua qui était ce type, car il avait été vu pour la première fois. Ensuite, l'homme a voulu deviner de qui il s'agissait, et pour cela il a même déposé sa proie, avec l'intention de tout découvrir en détail.
Un chasseur inconnu de l'écrivain a demandé si ce type était le futur mari de l'héroïne, que son père lui avait trouvé. Ensuite, Yanua a commencé à gronder l'homme, l'appelant oncle Kangxi, criant parce qu'il disait de telles bêtises, et demandant même chaque jour quand l'héroïne se marierait enfin. C'est alors qu'ils expliquèrent au chasseur qu'il s'agissait de l'héritier du chaman, ce qui provoqua une véritable surprise et un véritable plaisir parmi ceux qui venaient, car ils apprirent que l'espoir de survie de la tribu n'était pas encore perdu. Et l'un des chasseurs a remarqué que l'héritier était assez maigre, il avait donc besoin d'être engraissé, et il allait donc donner à l'écrivain toute sa prise. Tout le monde pensait que leur avenir ne dépendait que de lui en tant qu'héritier du chaman, alors ils essayaient par tous les moyens d'améliorer sa vie. Le héros a demandé à Yanua si tous les invités de cette colonie étaient traités aussi bien que lui. Et puis l'héroïne a demandé pourquoi nous devrions traiter les étrangers de cette façon, et il traite le jeune homme de cette façon uniquement parce qu'il est un futur chaman. Puis un enfant commença à tirer sur les vêtements du jeune homme, essayant d'attirer l'attention sur lui tout en tenant l'oiseau qu'il regardait avec avidité. Il était clair que l'enfant voulait manger lui-même, mais en même temps il a dit à l'écrivain qu'il voulait partager sa nourriture avec lui. Et bien que Sube ait été touché par cela, il a compris que tout cela n'était fait que parce qu'il deviendrait bientôt un chaman. Alors que tout le monde était déjà parti, plus près de la nuit, le gars est resté avec Yanua et ensemble, ils ont commencé à faire frire la proie sur le feu. Et puis la jeune fille a demandé pourquoi l'écrivain n'avait pas accepté la viande de ce petit garçon. Car avec cette action le chaman aurait honoré l'enfant. Le gars a expliqué qu'il n'y a aucun honneur là-dedans, car ce sont tous des gens, puis a ajouté qu'il vaut mieux bien faire frire la viande. Et le jeune homme a dit cela parce qu'il a vu avec quel regard affamé l'héroïne regardait la nourriture, prête à bondir en disant que la proie était presque prête. Puis le gars a finalement retiré la viande du feu, car il s'est rendu compte qu'elle était vraiment prête à manger, donc il n'avait plus à se tourmenter. Après cela, l'écrivain a offert à manger à l'héroïne, car elle ne quittait toujours pas la viande cuite des yeux. Cependant, la jeune fille a commencé à refuser, disant qu'elle ne pouvait pas la manger, car c'était de la viande pour le chaman, pas pour elle, donc seul le chaman lui-même pouvait la manger. Mais Yanua avait trop faim pour résister longtemps, alors elle a commencé à chercher de la nourriture, disant que puisque Sube insistait, elle ne pouvait pas refuser. Et comme l'héroïne n'a pas le choix, elle prendra la viande que le chaman lui a proposée, mais elle devra quand même la manger très tranquillement pour que personne ne le sache. Le jeune homme n'a pas pu le supporter et a dit à l'héroïne d'arrêter de parler et de manger déjà une bouchée. Yanua a répété les mots du gars selon lesquels elle ne devrait que prendre une bouchée, essayant de se retenir. Il était clair à quel point l'héroïne avait faim et qu'au moment où elle ouvrait la bouche, elle commençait même à saliver abondamment. Le jeune homme commença à remarquer l'état de la jeune fille à ce moment-là. Mais le gars n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, car Yanua s'est immédiatement approché de lui en criant qu'elle n'en mordrait qu'un petit morceau. À ce moment-là, le jeune chaman se sentait insignifiant face à la faim de la jeune fille. Il semblait qu'avec l'héroïne, tout un ouragan avait frappé le jeune homme, ce qui l'avait presque démoli. Ensuite, Sube a examiné l'état de la viande après que Yanua ait pris une petite bouchée, et l'écrivain a été très surpris de ce qu'il a vu. Après tout, l'héroïne a non seulement mordu presque tout le morceau, mais n'a même pas laissé un os, l'ayant également mordu. Même si la viande était plus dure que sur les terres du jeune homme, ce n'était pas beaucoup, c'était seulement dommage qu'il n'y ait pas de sel. Lorsque l'héroïne a appris que le gars avait besoin de sel, elle a immédiatement commencé à fouiller dans son sac pour une raison quelconque. Ensuite, la jeune fille tendit au jeune homme quelque chose qui était probablement du sel. Et le héros ne s'est pas trompé, il y avait bien du sel dans le récipient, alors il a demandé s'il appartenait à l'héroïne. Yanua a admis qu'il n'y avait plus de sel dans la tribu, cependant, elle en a juste économisé un peu. L'héroïne a expliqué que tous les guerriers totems doivent manger du sel, mais comme elle est une guerrière de réserve, le jeune homme n'a à se soucier de rien et mange en toute tranquillité. C'est alors que l'écrivain s'est rappelé qu'à l'âge de pierre, le sel était très précieux, dans une vie antérieure, il pouvait facilement acheter 1 kilo entier de sel dans un magasin à un prix bon marché. Après cela, le chaman a décidé de refuser le sel offert, expliquant qu'il avait pensé et décidé qu'il voulait manger quelque chose de plus simple, mais la jeune fille a quand même continué à insister pour qu'il ne refuse pas, car elle n'avait pas pitié de lui. L'héroïne a finalement repris le sel, en disant que puisque le jeune homme n'en voulait pas, elle le garderait pour elle, et l'écrivain, quant à lui, pensait que ce sel était un trésor pour Yanua, donc il ne pouvait pas simplement l'utiliser. Sube a commencé à penser que le village dans lequel il se trouvait était probablement considéré comme pauvre, il devait donc trouver quoi faire pour résoudre les problèmes les plus urgents le plus rapidement possible. En fin de compte, le gars a décidé de s'arrêter à l'extraction du sel, alors il a demandé à l'héroïne où sa tribu obtenait du sel. Ensuite, la jeune fille a dit que les chasseurs se rendaient dans une autre tribu, car tous les 15 jours, la tribu des Sersika ouvre un marché et les gens des villages voisins y vont pour acheter quelque chose. Sube a alors demandé quand le marché ouvrirait la prochaine fois, et Yanua a répondu que dans 10 jours.
Et tandis que le gars envisageait d'aller au marché pour en savoir plus sur ce monde, l'héroïne a soudainement commencé à cacher son visage, comme pour essayer de cacher le fait qu'elle mangeait quelque chose. Il s'est avéré que les héros ont été distraits du dialogue par le père de la jeune fille, venu vers eux pour informer le jeune homme que le grand chaman voulait le voir. Ensuite, le gars s'est rendu à la hutte, où il a été choisi comme nouveau chaman. Le chef n'a pas dit au jeune homme pourquoi il avait été appelé, alors il a marché dans l'ignorance pendant que l'homme regardait son dos. Le commandant, quant à lui, a dit aux autres que le moment viendrait bientôt pour le grand chaman de partir, et qu'alors tout resterait avec Subé. Et puis le chasseur lui répondit qu'il le savait, et que c'est pourquoi ils étaient tous rassemblés ici maintenant. Il s'est avéré qu'il y avait des chasseurs près de la cabane, comme s'ils attendaient quelque chose. Toutes les personnes présentes avaient des visages pensifs, car chacun pensait à ce qui arriverait à sa tribu lorsque le grand chaman mourrait. L'un des chasseurs portait une cagoule, il n'était donc pas clair quel genre d'apparence cet homme avait. Et puis, après que le mystérieux chasseur ait enlevé sa capuche, il s'est avéré qu'elle était une belle fille. Tout le monde se demandait quel genre de chaman Subé serait, car personne ne savait quel genre de personne il était. Et puis un cri parvint au chasseur, qui dit aux autres de saluer leur nouveau chaman, attirant ainsi toute l'attention des personnes présentes. Lorsque l'écrivain est venu chez le grand chaman, il l'a informé que la cérémonie d'héritage aurait lieu demain. Et à ce moment-là, le vieil homme allait dire au jeune homme tout ce qu'il avait besoin de savoir. Après tout, le moment est déjà venu, et nous ne pouvons plus attendre, car le temps du grand chaman touche à sa fin. Ensuite, le vieil homme a demandé si Subé savait ce que signifiait être un chaman, et le jeune homme a honnêtement admis que ce n'était pas vraiment le cas. L'écrivain avait donc besoin d'une explication. C'est ainsi que l'écrivain a appris qu'un chaman est celui qui protège la tribu, se souvient de son passé et détermine son avenir, et ce n'est qu'en faisant tout cela que l'on peut se considérer comme un chaman. Dans leur monde, chaque tribu est basée sur le pouvoir de son totem, chaque tribu a ses propres totems, et seul un chaman peut utiliser son pouvoir, et seul un chaman peut réveiller les marques semblantes des guerriers totems. Mais comme le jeune homme n'est pas dans ce monde depuis si longtemps, il ne sait pas qui sont les guerriers totems. Alors il a demandé au grand chaman. Il s'est avéré que les guerriers totems sont le peuple le plus fort de la tribu après le chaman. Chacun des guerriers totémiques possède une grande énergie spirituelle. Un grand pouvoir est caché dans le sang de chacun. Mais ni le sang ni l'énergie spirituelle ne signifient rien, car ils ne peuvent pas se développer d'eux-mêmes. Sans marque totémique, il est impossible de contrôler le pouvoir caché dans le sang d'un guerrier. Il est donc très important que la tribu ait un chaman. En d'autres termes, seul un chaman peut libérer le potentiel des guerriers et leur donner une force qui surpasse la puissance humaine. La force réside dans le sang de chacun, c'est pourquoi, avec l'aide de l'entraînement et de l'éducation, même les personnes les plus faibles peuvent devenir un guerrier totémique. La différence entre les guerriers ordinaires, de réserve et totems réside dans la force de leur sang et de leur énergie spirituelle. Après avoir collecté suffisamment de puissance sanguine, une personne peut passer par un rituel de renforcement effectué par un chaman. En règle générale, il y a suffisamment de guerriers de réserve pour les batailles. Avec la plupart des animaux, la tribu dépend la plupart du temps d'eux. Mais quelque part en dehors des villages, il y a des animaux dont la force est même difficile à imaginer. Et seuls les guerriers totems peuvent combattre de tels animaux, bien qu'ils soient peu nombreux. La tribu repose sur eux et la force de la tribu dépend directement du nombre de guerriers totems. C'est ainsi que l'écrivain a réalisé à quel point le rôle du chaman est important. Car tant que la tribu a un chaman, il peut aider les gens à devenir des guerriers totems. Et si l'on prend également en compte les temps dangereux dans lesquels vit la tribu, alors la valeur du chaman augmente considérablement. Ici, le vieil homme a ajouté que la valeur du chaman ne s'arrête pas là, car le héros pourra toujours créer les amulettes chamaniques. Après cela, le chaman montra au jeune homme un tissu dans lequel étaient rangés divers objets inconnus. Il existait également des packages contenant toutes les méthodes de création d'amulettes chamaniques connues du grand chaman. Lorsque le type a pris un des paquets et a regardé à l'intérieur, il n'a pas compris les lettres, car cette langue lui était inconnue. Les lettres commencèrent à bouger et à briller devant les yeux du jeune homme, il ne pouvait donc définitivement pas les lire. L'écrivain a simplement regardé ces lettres inconnues et a immédiatement eu mal à la tête. Il s'est avéré que le jeune homme ne pouvait pas encore lire les textes chamaniques, mais qu'après la cérémonie d'héritage, il devrait lui être révélé. Après cela, le vieil homme a montré au gars une amulette de chaman, sur laquelle était dessinée une rune magique, et elle ne pouvait être activée qu'à l'aide de la magie. Le jeune homme était très heureux que l'heure de la magie soit venue pour lui. Ensuite, le chaman a décidé de nous en dire plus sur la magie, et a commencé par le fait que la magie se présente sous différentes formes. Avec l'aide de la magie, vous pouvez créer des poisons qui vous permettent d'empoisonner quelqu'un, et il existe également de la magie qui vous permet de guérir les autres. Il existe également des techniques de bénédiction qui rendent les gens plus forts et plus rapides, etc. Le héros aimait entendre parler de cela, alors il demanda au chaman ce qu'il pouvait en faire. Ensuite, le grand chaman a répondu qu'il guérissait bien et qu'il savait bénir,
du moins tout le monde le pense. Le jeune homme devina qu'il ne devait pas parler des capacités du chaman afin d'éviter une attaque. Le grand chaman était heureux que celui qui le remarquait soit un gars intelligent, car il a vite tout compris. Les chamans sont très appréciés de tous, mais ils constituent une cible facile pour les adversaires, car s'il n'y a pas de chaman, la tribu ne survivra pas. Ensuite, le vieil homme a montré un parchemin qui contient les ingrédients pour créer des amulettes et où les obtenir, donc le jeune homme doit se souvenir de tout cela et garder cela secret, car c'est leur héritage. Le gars a promis qu'il graverait cette connaissance dans son cœur pour qu'il se souvienne et ne l'oublie jamais, car c'est très important. Et puis le grand chaman s'est mis à tousser abondamment, puis le jeune homme a vu du sang, devinant que l'homme était malade. L'écrivain, sans perdre une seconde, s'est immédiatement levé pour aider le vieil homme, lui disant de ne pas bouger pendant que le jeune homme le soignait. Après cela, le jeune homme a utilisé sa capacité de guérison, mais le traitement s'est avéré inefficace, car sa capacité n'a pas été améliorée. Ensuite, le grand chaman a dit au gars de ne pas gaspiller ses forces, car il n'y avait aucun moyen d'aider le vieil homme. Subé, quant à lui, ne comprenait pas pourquoi son traitement n'était pas suffisant pour aider le grand chaman. L'homme a dit au jeune homme qu'il était vraiment désolé de ne pas voir les miracles que le jeune homme créerait dans le futur, puis lui a demandé de l'aider à se lever pour que le chaman puisse dire autre chose à l'écrivain. Le grand chaman dit au jeune homme de ne pas oublier le savoir que le vieil homme lui avait transmis et de toujours se rappeler à quoi cela servait. Ensuite, Subé a promis qu'il n'oublierait jamais toutes ses connaissances et qu'il en prendrait soin, afin que le chaman n'ait pas à s'inquiéter à ce sujet. Et puisque le grand chaman a déjà donné à l'écrivain toutes les informations qu'il doit connaître, alors la cérémonie d'héritage peut bientôt commencer, car le gars est déjà prêt. Après cela, les héros quittèrent la demeure du grand chaman et se rendirent à la cérémonie, où toute la tribu les attendait déjà. Le vieil homme a dit à Subé de s'agenouiller pour commencer la cérémonie d'héritage. Tout le monde a regardé cela, sans dire un mot et même pratiquement sans respirer, craignant de rater ne serait-ce qu'une seconde d'un événement aussi important. Le grand chaman a commencé son discours en disant qu'il avait vécu une longue vie de 63 ans et qu'il était donc temps de transférer la tribu à un nouveau chaman. Et puisque tout le monde est prêt, alors la cérémonie d'héritage peut commencer. Tout le monde a commencé à crier avec enthousiasme, attendant ce qui allait se passer ensuite, car tout le monde voulait absolument tout voir de ses propres yeux. Après cela, le grand chaman a crié qu'il fallait verser le sang. Les autres reprirent ces paroles et les crièrent en suivant le grand chaman. Après ces mots, tout le monde a levé son couteau et s'est fait une coupure à l'intérieur de la paume. Et le sang qui coulait des gens après la coupure a commencé à ne pas couler, mais à voler dans une direction, ce qui semblait magique. Le grand chaman collectait ce sang à l'aide de sa magie, le tenant devant lui pendant qu'il s'accumulait. Et puis le vieil homme a crié que le totem était apparu, tout en regardant le sang devant lui. Il s'est avéré qu'à partir de tout le sang collecté, quelque chose ressemblant à un totem tribal a commencé à apparaître. Et puis ce totem s'est mis à bouger, se dirigeant vers le gars, qui a été très surpris par cette action, et même un peu effrayé. Après cela, le pouvoir du totem sembla habiter Subé, qui le ressentit immédiatement. Le grand chaman porta la main à son front et dit au jeune homme qu'il était désormais le véritable héritier du chaman. Il s'est avéré que le chaman a mis sa main sur son front afin de prendre des connaissances et de les transmettre au nouveau chaman, en disant qu'il y a toute la vérité sur l'histoire du chaman et toutes les richesses du totem. Après ces mots, le grand chaman posa la main sur le front du gars pour lui transmettre tout ce savoir. Et puis le jeune homme s'est retrouvé dans un endroit où, semblait-il, il avait déjà été, et puis il s'est rappelé qu'il s'y était retrouvé la fois où il a rencontré pour la première fois le grand chaman. Et puis un désert est apparu devant leurs yeux, le long duquel marchaient plusieurs personnes, qui disaient qu'ils devaient marcher plus vite pour tenir encore quelques jours, et qu'ils devraient ensuite se rendre sur les terres de leurs ancêtres, et l'un d'eux a dit qu'il avait très envie de manger, car il n'a pas eu une miette dans la bouche depuis 2 jours. Parmi ces personnes, il y avait un petit garçon, dont il était clair qu'il était également très fatigué et affamé. La nuit, quand ce garçon restait seul, il s'agenouillait et commençait à prier le dieu totem. Il a demandé à Dieu de permettre à l'enfant de voir l'avenir de sa tribu. Après cela, d'autres personnes ont vu que quelque chose commençait à arriver au garçon qui les avait quittés. Et puis une jeune fille accourut vers lui, lui demandant combien il avait bu du poison de la Providence, puis elle ajouta qu'il semblait être devenu fou de s'infliger cela. Il s'est avéré que cette fille était une chamane, et elle s'est rendue compte que l'enfant avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, donc il ne vivrait pas longtemps. Puis quelqu'un a ajouté que c'était un désastre, car ils avaient perdu un héritier potentiel. Et puis le gars s'est tourné vers la fille en lui disant qu'il avait vu quelque chose. Et puis le chaman a dit au garçon qu'il devait se taire, car c'est un secret. Car on ne peut pas compter sur les prédictions, il suffit de s'en souvenir. Le garçon a demandé à sa mère si elle pensait qu'un jour viendrait où leur tribu deviendrait plus forte, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne le savait pas. Après tout, il n'a pas encore été déterminé si la tribu sera forte ou non, car tout cela se produira dans le futur. Il est donc maintenant impossible de le dire avec certitude. Ensuite,
la jeune fille a ajouté qu'elle croyait que le garçon donnerait aux gens de la nourriture et un abri au-dessus de leur tête. Ces mots firent sourire le garçon, car c'était bien que sa mère croie autant en lui. Après cela, l'enfant ferma les yeux et se retrouva dans un espace inconnu, dans lequel une porte s'ouvrit brusquement et une silhouette apparut. Le garçon a survécu et, en grandissant, il a entendu des mots selon lesquels il était un chaman trop confiant, parce qu'il était trop faible, mais il croyait complètement qu'il ferait ce qu'il voulait. Une fois, il y a eu un cas dans la tribu où un chaman a réussi à blesser des animaux dangereux, mais n'a pas eu le temps de protéger son enfant, qui a commencé à s'excuser auprès du chaman pour ne pas avoir répondu aux attentes. Aux yeux du grand chaman, on pouvait voir combien il avait vécu et quel chemin difficile il avait parcouru. Toute sa vie, le chaman a pensé qu'il ne pouvait pas abandonner, mais qu'il devait protéger sa tribu jusqu'au bout. L'écrivain a ainsi pu suivre toute la vie du grand chaman, jusqu'au moment où le vieil homme l'a rencontré. Il était clair que cette histoire touchait beaucoup le jeune homme, car les larmes coulaient sur ses joues, puis il remarqua qu'il avait fait attendre le chaman très longtemps. Ensuite, le grand chaman a commencé à calmer Subé, en disant qu'il n'était pas nécessaire de pleurer, car tout cela était passé depuis longtemps. Le vieil homme croit qu'il n'est pas si important de verser des larmes pour lui, car la chose la plus importante n'est que l'héritage. Pendant que le chaman parlait, il traçait sur le jeune homme des lignes dont lui seul connaissait la signification. La main du chaman relâcha brusquement le visage du jeune homme, forçant Subé à y prêter attention. Il s'est avéré que le grand chaman est tombé dès qu'il a dessiné des symboles sur le visage de l'écrivain, et le gars a ensuite attrapé le vieil homme par la main en lui disant au revoir. La dernière chose que le grand chaman réussit à dire, c'est qu'il laissa tout au jeune homme et, le cœur calme, il se retira ensuite pour son repos bien mérité. La cérémonie d'héritage s'est donc terminée et, au bout d'un moment, le gars ouvre les yeux, comme après un long sommeil. Il s'est avéré que Subé ne dormait pas, mais avait perdu connaissance, il a donc été emmené à l'endroit où il se trouvait actuellement. Le jeune homme pensait qu'il comprenait maintenant comment fonctionne le totem du chaman, car c'est quelque chose comme une chronique de chaman, dans laquelle chaque chaman laisse sa marque, et le secret principal de la cérémonie est l'héritage du dessin. Maintenant que l'écrivain est devenu un héritier à part entière, sa vision s'est améliorée et il a commencé à tout voir clairement, même s'il était auparavant myope. Et il semble que le corps du gars soit devenu plus fort. Ensuite, le jeune homme a décidé de tester ses suppositions en ordonnant au système d'ouvrir la fenêtre d'état, où il a ajouté une réserve de mana, le totem Yanlong, et l'ouvrage a ajouté qu'il n'était plus seulement un écrivain, mais aussi un chaman. Puis Subé, j'ai vu une note dans laquelle il était écrit qu'avec l'aide de la capacité, vous pouvez guérir d'autres personnes, ce qui améliorera les compétences du propriétaire. Et cela aidera le gars à devenir un chaman doté d'un pouvoir énorme. Mais n'oubliez pas les tâches initiales. Le jeune homme était ravi que son endurance, sa force et sa vitesse aient plus que doublé, et que sa force spirituelle est décuplée. Et comme tant de choses avaient changé, le jeune homme a commencé à se sentir différent. Lorsque Subé a vu que le système disait que ses pouvoirs spirituels et ses réserves de mana étaient égaux, il s'est rendu compte qu'ils étaient proportionnels, ce qui signifiait que la réserve de mana était obtenue à partir de pouvoirs spirituels, mais que les capacités obtenues grâce au système reposaient directement sur la force des pouvoirs spirituels. C'était tout ce que le gars voulait savoir, alors après cela, il a reçu son prix. L'écrivain a reçu tous les kits de support qui n'avaient pas été reçus auparavant, parmi lesquels un kit pour débutants, qui comprenait une recette de tissu en lin. Le jeune homme s'est rendu compte que ces coffrets pouvaient contenir littéralement n'importe quoi, il ne serait donc même pas surpris si un jour il recevait un paquet de papier toilette. Mais le tissu de lin est une chose utile, car la plupart des gens portent des peaux et, grâce à ses connaissances, ils peuvent créer au moins quelques vêtements. Et puis quelqu'un de la rue a appelé l'écrivain, l'appelant d'abord Subé, puis s'est corrigé et l'a traité de chaman, lui demandant s'il s'était réveillé, ce à quoi le gars a répondu que oui. C'est le chef qui s'est d'abord excusé auprès du jeune homme de l'avoir dérangé plus tôt, puis a déclaré qu'il était temps pour le jeune homme de déménager vers la hutte principale. Puis le jeune homme demanda si la hutte principale était celle où vivait le chaman. À ce moment, le commandant a rappelé que désormais c'était Subé qui était leur chaman, donc la tribu avait besoin de ses ordres. Et puis le jeune homme s'est rendu compte qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qui était arrivé au corps du vieux chaman, alors il a demandé au chef. Un autre homme est apparu à l'entrée, expliquant qu'ils avaient suivi les conseils du vieux chaman, et avaient donc brûlé son corps. Et puis l'homme tendit la main, qui contenait ce qui restait du vieux chaman. Ensuite, le gars a demandé si c'était des reliques, puis a pensé que d'un point de vue scientifique, ce n'était qu'une pierre, mais il ne savait pas à quel point ce monde était différent du précédent. Mais d'après la réaction des hommes, il était clair qu'ils semblaient avoir entendu parler des reliques pour la première fois, et qu'ils ne comprenaient donc pas le jeune homme et ce qu'il demandait. Subé a expliqué qu'il existe une légende selon laquelle une personne qui a vécu sa vie avec dignité et noblesse laisse ses reliques après la crémation. Alors le jeune homme a promis de les préserver afin qu'après le retour des terres de ses ancêtres, il construise un temple.
où il laisserait ses reliques. Et ce n'était que le début des projets de la tribu, car ils ont désormais un nouveau chaman qui va améliorer la vie des gens grâce à ses connaissances. Le gars a décidé de se mettre au travail tout de suite parce qu'il comprenait que chaque seconde était importante. Alors il a demandé aux hommes comment les choses se passaient dans la tribu et quelle quantité de viande ils avaient en stock. Il s'est avéré que la tribu n'a pas beaucoup de nourriture, car il y en a à peine assez pour les guerriers totems, mais le principal problème est de nourrir les 6 guerriers de réserve. Le jeune chaman fut surpris d'apprendre qu'il n'y avait que 6 guerriers de rechange dans leur tribu. Puis le chef expliqua qu'avant, ils étaient plus nombreux, 26, mais que la plupart avaient été capturés par les guerriers totems de la tribu du serpent noir alors qu'ils tentaient de s'échapper. Donc maintenant ils sont soit morts, soit réduits en esclavage. Le jeune homme a demandé à quelle distance se trouvait la tribu du serpent noir, car il avait besoin de découvrir à quel point elle représentait une menace sérieuse. Mais Subé n'a aucune raison de s'inquiéter à ce sujet, car la tribu du serpent noir ne les atteindra certainement pas, car les terres dans lesquelles ils vivent actuellement sont désertes et stériles, et leurs adversaires n'aiment pas cela. Et il n'y a presque pas d'animaux à proximité du village, donc la chasse est très difficile, car il faut une journée aux chasseurs pour se rendre sur place, puis 3 autres pour la chasse elle-même. Bien sûr, c'est mauvais, mais il y a aussi des avantages, car même s'il est difficile d'obtenir de la nourriture ici, cela n'en fait pas non plus la cible la plus prioritaire, ce qui laisse du temps pour le développement. Et puis le gars s'est rappelé qu'il avait des connaissances sur le lin, alors il a demandé aux hommes s'ils en avaient déjà entendu parler. Les chasseurs ont répondu que, bien sûr, ils avaient entendu parler du lin, qui est considéré comme quelque chose de rare parmi eux, car seules les grandes tribus en produisent, et l'un des chasseurs a admis que depuis son enfance, il rêvait d'acquérir des vêtements en lin et de les laisser à ses enfants. Il voulait obtenir plus de vêtements en lin, mais après la réinstallation, ils avaient très peu de viande séchée, et donc chaque fois que du lin apparaît sur le marché de la tribu des léopards tachetés, il est immédiatement emporté et 3 morceaux de viande séchée sont demandés pour un morceau de lin. Ensuite, le chaman a demandé combien pesait un morceau, car dans son monde passé, dans les temps anciens, cela était calculé avec environ 55 kg de viande. Ensuite, le chef a dit qu'il y réfléchirait maintenant, puis a demandé à Tsanchi de ne pas bouger. Le commandant a montré aux chasseurs combien de pièces sont considérées pour lui comme une seule pièce. Après cela, le jeune chaman a demandé combien de lin il y avait dans un rouleau, puis le commandant a demandé à Tsanchi de s'allonger. Ainsi, le chef a montré ce que l'écrivain avait demandé, expliquant qu'un rouleau correspond à la taille de la porte du chasseur. Le jeune homme a calculé que pour 1 mètre de lin, il lui fallait payer environ 136 kg de viande séchée, ce qui coûtait très cher. Et puis Subé a décidé de commencer petit, à savoir d'abord obtenir plus de viande pour que la tribu oublie la faim. Mais au lieu de chasser, les gens se sont retrouvés dans un champ où il n'y avait probablement aucune chance d'attraper un gros animal. Et puis l'un des chasseurs a demandé à leur chef Tsanchi pourquoi ils ne chassent pas, mais ramassent de l'herbe, car c'est une perte de temps. Le chef, sans y réfléchir à 2 fois, ordonna aux chasseurs curieux de se taire, car l'avenir de leur tribu en dépendait. Et tout cela parce que le jeune chaman avait déjà dit aux autres qu'il savait fabriquer du tissu en lin, ce qui ravissait tout le monde. Aux cris enthousiastes, le gars a répondu que tout le monde devrait garder la voix silencieuse et baisser la tête, car si quelqu'un découvre cela, alors sa tribu aura des ennuis. Après cela, Subé a demandé au chef des chasseurs que la prochaine fois qu'il irait chasser, il chercherait une plante, car le tissu est fabriqué à partir de celle-ci. Donc cela dépend uniquement de l'homme si sa tribu aura suffisamment de nourriture. Tsanchi a abordé le travail qu'il a reçu de manière responsable, car il ne s'attendait pas à ce que le chaman lui confie quelque chose d'aussi important. L'écrivain, quant à lui, pensait que les réserves de viande séchée de la tribu dureraient 2 semaines et que les chasseurs passeraient 3 jours à voyager là-bas et 3 jours à chasser, puis encore 3 jours à revenir, de sorte qu'il ne resterait que 5 jours. Pour confectionner le tissu, le jeune homme était très inquiet, car il y avait peu de temps, et Kangxi et Yangjiao pourraient ne pas trouver les matériaux, et même s'ils réussissaient, le jeune homme ne savait pas quoi faire ensuite, se demandant s'il devait dire à tout le monde comment fabriquer du linge. L'écrivain a décidé de ne plus briller, donc personnellement, il ne peut certainement pas le faire, il a donc besoin d'un assistant approprié, à qui il enseignera lui-même tout, et lui, à son tour, enseignera aux autres. Mais il ne faut pas non plus laisser passer le risque que tout tourne mal, c'est pourquoi le chaman doit également élaborer un plan B, et il ne faut pas oublier que la tribu a bien d'autres problèmes, notamment le manque d'eau potable, de sel. Il y avait trop de problèmes à résoudre, alors le simple fait d'y penser donnait mal à la tête au jeune homme. Le gars a commencé à penser qu'il n'était qu'un écrivain et qu'il n'était pas capable de prendre soin de lui-même, il n'était donc pas sûr de pouvoir faire face à une tribu entière. Et puis un invité est entré dans la maison du chaman, lui demandant ce qui lui arrivait. La jeune fille a vu que le jeune homme lui tenait la tête, alors elle a commencé à s'inquiéter pour lui demandant s'il était malade. Ensuite, l'héroïne s'est approchée du chaman,
lui a touché le front et lui a demandé si le gars avait chaud et s'il faisait chaud dans sa tête. L'écrivain recula brusquement et demanda à la jeune fille ce qu'elle faisait et pourquoi elle se trouvait près de sa hutte, car elle aurait pu écouter aux portes. À la même seconde, l'héroïne a expliqué qu'elle n'avait pas écouté, mais qu'elle avait simplement écouté les conversations du jeune homme avec lui-même, et qu'elle n'avait même pas essayé de se cacher. Puis elle a ajouté que son père et les autres étaient partis à la chasse, donc elle le protégeait. Leur chaman de toutes ses forces. Après cela, le jeune homme a demandé si on pouvait vraiment faire confiance à la jeune fille, car il n'en était pas si sûr. L'héroïne a répondu que cela n'a pas d'importance, car l'essentiel est qu'elle est certainement plus fiable que le chaman qui s'assoit et tient sa tête, et d'ailleurs, parmi les guerriers de réserve, elle est la plus forte. Le jeune homme a essayé de calmer la jeune fille en lui disant qu'il n'avait pas le temps de se battre avec elle et qu'il pourrait donc être offensé. Puis, dès que la fille l'a laissé partir, le gars lui a demandé si les chamans résolvaient toujours tout ce tas de problèmes par eux-mêmes. L'héroïne a répondu que non, bien sûr, car les chamans ont des assistants. Alors le jeune homme a demandé où se trouvaient les assistants du chaman précédent et s'il voulait l'aider. Il s'est avéré que lors de l'attaque de la tribu Black Snake, les assistants ont protégé le chaman, et ainsi chacun d'entre eux est mort. Subé s'est rendu compte que la tribu du serpent noir essayait de détruire les fondations sur lesquelles reposait la tribu en long. S'il n'y a plus d'assistants pour le vieux chaman, alors vous devez en chercher de nouveaux. Puis le jeune homme a demandé à l'héroïne si elle avait quelqu'un en tête. Les exigences pour l'assistant d'un chaman incluaient qu'il soit intelligent afin d'aider le jeune homme à résoudre les problèmes. De plus, l'assistant du chaman doit être assidu et avoir une vision nouvelle et saine des choses. Et puis la fille a dit que Subé l'avait littéralement décrite, donc le gars aurait pu dire directement qu'il voulait la voir à la place de l'assistante, et il n'était pas nécessaire de proposer une énigme. Mais l'écrivain a brisé l'héroïne en lui disant qu'elle ne correspondait à aucun point pour qu'elle puisse se calmer. La jeune fille fit la moue aux paroles du jeune, puis lui dit que dans ce cas, il serait préférable qu'il choisisse Miko pour lui-même, puis le chaman lui demanda ce que c'était. Yanua a expliqué qu'il s'agit d'une femme qui aide le chaman dans les tâches ménagères, nettoie les maisons, s'occupe du foyer et tout ça. C'est donc Miko qui s'occupe des affaires quotidiennes à la place du chaman, et c'est exactement ce que recherchait le jeune homme, alors il a demandé à quelqu'un de le conseiller. Il s'est avéré qu'il y avait une fille qui convenait pour ce rôle, alors Subé a demandé de l'emmener chez la afin de voir rapidement celle qui pourrait devenir Miko pour lui. Et puis Yanua s'est souvenu de la façon dont son père lui avait dit que tôt ou tard le chaman chercherait Miko pour lui-même, et comme elle avait été avec lui ces derniers temps. Le chef croyait donc qu'elle serait idéale pour ce rôle. Il était clair que la jeune fille ne voulait pas accepter cela. Mais son père a continué à affirmer que c'était un grand honneur et que l'héroïne ne devrait donc pas manquer cette opportunité. Yanua savait que chaque fille rêve de devenir une Miko, mais le problème est que ses plans étaient uniquement de se venger de ceux qui ont fait du mal à sa tribu. Car quoi qu'il arrive, elle allait devenir une guerrière totémique et tuer les salauds des Noirs. Tribu des serpents. Et pendant que l'héroïne se rejouait ce souvenir dans sa tête, le jeune homme essayait de lui crier dessus, mais elle ne réagissait pas du tout. Le chaman a demandé à la jeune fille s'ils allaient exactement dans la bonne direction et combien de temps il leur faudrait avant d'arriver. Puis Yanua a dit qu'ils étaient déjà arrivés. Puis a pointé sa main en direction de la hutte de quelqu'un. L'héroïne a déclaré que son ami vivait là-bas et qu'elle pouvait donc l'appeler, mais l'écrivain a arrêté en disant qu'il voulait d'abord la regarder lui-même, puis a demandé si le requérant vivait seul. Et tandis que le jeune homme essayait de regarder, Yanua a déclaré que plusieurs filles vivaient et travaillaient ici ensemble. Le jeune chaman regarda néanmoins à l'intérieur de la demeure, essayant de trouver du regard la petite amie de Yanui. Et le gars a quand même réussi à trouver celle à qui on lui a proposé comme Miko. Les héros ont commencé à regarder la jeune fille ensemble, à discuter d'elle, puis Yanua a demandé comment elle allait avec le chaman. Le gars a répondu que la fille était très belle, mais qu'elle avait l'air si fragile que ses marques tribales sur son visage étaient à peine visibles. Ensuite, l'héroïne a expliqué que son amie était faible, mais très gentille et diligente, elle était juste un peu têtue parfois. Il s'est avéré que Yuying est la nièce de Kangxi et que ses parents sont morts quand elle était très jeune, elle a donc été élevée par sa tante, mais récemment, sa tante est tombée enceinte, alors Yuying a déménagé à cet endroit, disant qu'elle n'en prendrait plus une miette. 2. Parce qu'ils en avaient davantage besoin. Le gars a remarqué que la fille avait fait ce qu'il fallait, mais Yanua n'était pas d'accord avec lui, car dans la maison de l'oncle Kangxi, il y a toujours de la viande, et dans cet endroit, au mieux, elle obtiendra les racines. Et puis Subé a expliqué qu'il y a une grande différence entre recevoir et donner, donc il comprend la fille et son action. Le héros s'est souvenu de son enfance, puis a décidé que Yuying voulait juste mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais d'autres filles ont partagé l'opinion de Yanua, disant à Yuying de retourner chez l'oncle Kangxi, car elle ne trouvera rien de bon ici, et elles ont aussi un nouveau chaman, et les parents de l'héroïne étaient des guerriers totémiques, donc elle peut certainement servir le chaman. Mais Yuying l'a simplement fait signe,
disant que leur vénéré chaman ne l'aimerait certainement pas, donc elle ne ferait pas de Miko. Cependant, d'autres ont continué à la taquiner, disant que si elle manquait cette opportunité maintenant, elle le regretterait pour le reste de sa vie. Et puis la fille a convenu que peut-être elle aimerait être un peu Miko, mais elle n'était pas trop sûre d'elle. Et puis l'héroïne a ajouté qu'à son avis, Yanua était plus appropriée pour cet endroit, car lorsqu'ils étaient enfants, elle disait constamment qu'elle voulait devenir Miko. Le jeune chaman entendit ces paroles de la jeune fille, alors il se tourna vers Yanua avec une question silencieuse, puis devina que les deux amis voulaient être Miko. Et puis Yanua n'a pas pu le supporter et a fait irruption dans la chambre de son ami en criant que Yuing ne devrait pas dire de telles choses à tout le monde. Ce à quoi la nièce de Kangxi a répondu que son amie elle-même l'avait dit à toutes les personnes qu'elle avait rencontrées auparavant. Donc ce n'était pas un grand secret. Puis la jeune fille a également noté que Yanua avait écouté aux portes. Ensuite, le jeune chaman a défendu la fille, expliquant qu'il n'écoutait pas, mais regardait, parce que le gars avait demandé à Yanua de l'amener ici. Yuing commença à devenir nerveuse, car elle réalisa que le chaman entendait chacun de ses mots, et combien il était présomptueux de dire qu'elle voulait devenir Miko, parce qu'elle était complètement inutile. Alors la fille pensait déjà à la façon dont elle partirait d'ici et trouver un endroit où personne ne la connaît. Et puis l'écrivain a dit à la jeune fille qu'il voulait lui demander quelque chose, sachant que l'assistant devait avoir au moins des connaissances de base. Le jeune homme a donc demandé à Yuing si elle savait écrire, convaincu que les gens avaient déjà atteint ce niveau de développement. Mais cette question a surpris toutes les personnes présentes, qui ont commencé à demander au chaman s'il savait écrire, ce qui était surprenant. Ensuite, la jeune fille s'est excusée et a répondu que, malheureusement, elle ne savait pas du tout écrire. Le jeune homme a demandé à Yanua si c'était une mauvaise question. Puis elle a expliqué que seules les grandes tribus ont leur propre langue écrite et que leur tribu n'en fait pas partie. Dans ce cas, Sube s'est immédiatement mise au travail, demandant à Yuyin si elle était prête à devenir une Miko, car son ami a beaucoup félicité, et le gars a décidé d'éviter d'autres questions, car il n'a aucune idée du niveau de développement de la tribu. Yanua a ajouté que son objectif est de venger leurs ancêtres et de devenir une guerrière totémique, alors la fille a réfléchi longtemps et s'est rendu compte que son ami était plus adapté à ce rôle que quiconque. D'ailleurs, Yuyin elle-même voulait devenir une Miko toute sa vie. Mais la jeune fille continuait de douter, alors le chaman essaya de la rassurer en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de ce que les autres penseraient. Et puis Yuyin a expliqué que le fait est qu'elle est timide, stupide et qu'elle fait souvent des erreurs. L'écrivain a cessé de persuader la jeune fille et a commencé à se lever, se préparant à partir. Comme Yuyin ne veut pas, le gars a décidé de ne pas la forcer, car la décision finale n'appartenait qu'à elle. Et bien que la jeune fille ait essayé d'arrêter Sube, il n'est jamais revenu, disant à Yanua qu'il était temps pour eux de partir. Yanua suivit le jeune chaman, lui demandant pourquoi il s'était enfui si facilement et si rapidement. Yuyin est très timide et fragile, donc on ne savait pas pourquoi le gars la traitait si cruellement, parce que s'il la laissait comme ça maintenant, elle se détesterait et penserait qu'elle est inutile. Ensuite, le jeune homme a demandé à l'héroïne pourquoi elle avait décidé de quitter son ami. Après tout, une personne doit saisir les opportunités par elle-même, et on ne peut pas la forcer. Donc si elle veut devenir Miko, elle doit surmonter ses faiblesses et prendre le taureau par les cornes. Sube a expliqué que la fille elle-même serait mieux lotie car elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Et puis les héros virent une silhouette courir après eux, agitant la main pour attirer l'attention. Yanua a commencé à espérer que c'était son ami qui avait rassemblé ses forces et a décidé de rattraper le chaman. Cependant, lorsque la personne s'est approchée, il est devenu clair que ce n'était pas Yuyin, mais une autre fille qui a couru pour exprimer son respect au chaman en lui donnant quelque chose. Ensuite, l'écrivain a estimé qu'il attendait trop de la fille, alors il a dit à Yanua qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. Mais à ce moment-là, la fille qui est venue en courant a demandé au chaman d'attendre, parce que Yuyin courait aussi avec elle. La fille était juste très faible et courait lentement. Après ces mots, tout le monde vit une autre silhouette s'approcher d'eux, mais pas très rapidement. Et cette fois, Yuyin elle-même courait déjà, et il était clair qu'elle était très fatiguée d'avoir couru. Dès que la jeune fille l'atteignit et reprit son souffle, elle cria avec confiance au jeune chaman qu'elle voulait devenir Miko. Bien que la jeune fille ait semblé confiante en se confessant, elle a ensuite montré sa fragilité et s'est mise à pleurer, et son ami a commencé à la calmer tandis que Sube souriait en arrière-plan. Yanua a dit à Yuyin d'arrêter de pleurer, car le chaman avait déjà décidé qu'elle serait Miko, donc cela ne servait à rien de verser des larmes. Et puis la nouvelle Miko a expliqué que c'était des larmes de bonheur, parce qu'elle n'osait même pas en rêver, et donc elle est maintenant très heureuse. Cependant, Yanua craignait que le test de Miko soit trop simple, elle ne savait donc pas si tout irait bien. Et puis le gars a expliqué qu'il ne pouvait pas donner à la fille un parcours d'obstacles avec des énigmes pour voir si elle pouvait devenir Miko, car il avait déjà vu qu'elle était adaptée pour le rôle d'assistante du chaman. Après cela, l'ami a commencé à se moquer de Yuyin parce que lorsqu'elle pleure, elle ressemble à un chat, ce qui l'a beaucoup amusé.
Le jeune chaman comprit qu'il n'y aurait aucun problème avec deux amis, mais il pensa ensuite qu'au moins ils étaient tous les deux beaux. Lorsque la jeune Miko s'est calmée, le jeune homme lui a dit de se laver le visage avant de commencer à travailler, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'ils avaient très peu d'eau et qu'elle ne pouvait donc pas la gaspiller pour quelque chose comme ça. Le gars a remarqué à quel point l'offre de se laver le visage surprenait les filles, qui n'étaient pas habituées à se laver le visage si facilement. Et cela, à son tour, a étonné le jeune homme, qui a oublié à quel point l'hygiène était mauvaise dans la tribu. Et puis le jeune chaman a demandé à ses amis dans quelle mesure ils se lavaient dans cette tribu. Yanua a dit qu'ils sont rincés souvent, par exemple, elle le fait une fois par an pendant la saison des pluies. Même si le chaman savait qu'il se lavait rarement, il n'y pensait pas beaucoup. Subé s'est demandé quel genre de créature avait été avec lui depuis son arrivée dans ce monde, puis il a pensé que l'odeur des autres membres de la tribu était meilleure que son odorat. Donc ils se sont probablement simplement habitués à l'odeur. Pour qu'ils n'interviennent pas. Après cela, le jeune Miko a demandé au jeune homme si la fréquence à laquelle il se lavait était si importante. Naturellement, c'est important, il faut donc faire quelque chose pour remédier aux conditions insalubres locales, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une source d'eau stable et qu'à l'avenir, ils auront besoin d'eau pour l'irrigation. Subé a demandé aux filles où la tribu obtient habituellement de l'eau, et elles lui ont dit qu'au sud-est du village il y a un petit lac, mais qu'il y a beaucoup d'animaux très forts autour, donc seuls les guerriers totems y vont, qui collectent de l'eau et transportent cela. Donc la tribu juste de quoi étancher votre soif. Ensuite, le gars a demandé de lui montrer le chemin, car l'eau est la source de la vie, nous devons donc régler le problème de son absence. Et à ce moment-là, les héroïnes ont attrapé le chaman, l'ont arrêté, puis lui ont expliqué qu'il ne devait pas quitter le village, car c'était trop dangereux dehors. Alors que le jeune homme essayait de prouver aux filles qu'il n'y avait rien de dangereux là-bas, il pensait déjà à ce moment-là qu'il avait été assigné à résidence. Il s'est avéré que certains guerriers totémiques sont expulsés des tribus, alors ils errent à travers les terres désolées jusqu'à ce qu'ils tombent sur de petites tribus. Puis ils deviennent chamans et forcent à accomplir un rituel d'héritage, et cela s'est même produit avec le chaman d'une tribu. Car lorsqu'ils l'ont retrouvé, il était complètement épuisé et a fini par mourir. Le jeune homme apprit qu'à cause de cela, il était strictement interdit aux chamans de quitter la tribu si la situation n'était pas inhabituelle. Puis Subé se souvint des paroles du vieux chaman selon lesquelles ce travail était dangereux et difficile. Yanua a ajouté que c'est dangereux pour le gars dehors, mais dans le village, rien ne le menace, car les guerriers totems sont divisés en deux groupes, donc un exilé ordinaire ne peut pas s'approcher du village. Tout d'abord, le chaman s'est rappelé qu'il y avait 11 guerriers totems dans la tribu, 6 d'entre eux chassaient et les 5 autres gardaient le village. Puis le jeune homme a pensé que continuer à extraire de l'eau de cette manière était une perte de temps et d'effort. Il devait donc d'abord résoudre d'une manière ou d'une autre le problème de l'eau. Et alors Subé a commencé à résister, criant aux filles de le laisser partir, parce qu'elles avaient besoin de trouver de l'eau, et comme elles étaient si inquiètes, alors le chef pouvait partir avec le gars. Mais il s'est avéré que le chef n'était toujours pas revenu, et partir à sa recherche n'était pas moins dangereux, d'autant plus qu'avant de partir, le père avait donné à Yanua l'ordre de ne pas laisser sortir le chaman. Mais le gars a continué à insister sur le fait que l'eau est très importante, car leur vie en dépend directement, alors les héroïnes ont abandonné. Ainsi, les héros sont tous allés ensemble à la recherche d'eau, et Yanua a dit qu'elle protégerait le chaman au prix de sa vie, puis la jeune Miko a ajouté que si une bête sauvage apparaît, alors laissez les autres s'enfuir pendant qu'ils la mangent. Et puis l'ami a rappelé à Yuing qu'il n'était pas loin de la tribu, les chasseurs devaient donc s'occuper des animaux. Pendant tout ce temps, une silhouette mystérieuse suivait les héros sans méfiance. Le chaman craignait actuellement qu'il ne se perde et ne pénètre dans une zone dangereuse. Yanua, quant à lui, a continué à promettre que les chasseurs devraient être à proximité à ce moment-là, et qu'ils non seulement patrouillent et transportent de l'eau, mais passent également beaucoup de temps à chasser. Et puis les héros remarquèrent au loin une silhouette qui commença à s'approcher d'eux à grande vitesse. Ils ont essayé de découvrir de qui il s'agissait, mais la silhouette n'a pas répondu à leurs questions sur qui il était. Une ombre passa au-dessus de la tête du jeune chaman, qui crut immédiatement qu'il s'agissait d'un exilé. Et puis il s'est avéré qu'il n'y avait pas une personne qui marchait à côté d'eux, mais deux, que les héros ont pu voir au moment où les silhouettes s'arrêtaient. Et puis Yanua a reconnu Tante Hong et Black Fan parmi les étrangers, et à ce moment-là, le chaman a réussi à discerner le pouvoir des guerriers totems. Dès que Sir Hong a relâché Black Fan, il a demandé aux gars pourquoi ils étaient en dehors du village, puis a ajouté qu'ils devraient rapidement revenir. Le jeune chaman expliqua qu'il ne voulait pas rentrer chez lui, car il voulait voir la source d'eau, puis il demanda à l'homme pourquoi il était seul sur la route qui mène au village. Black Fan a alors répondu que Mei était blessé et qu'il avait donc besoin d'aide de toute urgence, sinon il mourrait. Subé ordonna alors qu'il soit rapidement conduit vers quelqu'un qui avait besoin de son aide urgente. Le chef, quant à lui, a dit à Meiman de tenir le coup, car Black Fan avait déjà couru chercher les amulettes,
il devait donc l'aider. Le blessé répondit qu'il ne tiendrait pas si longtemps et qu'il valait mieux que les autres le quittent, car très vite les animaux accouraient vers lui, sentant l'odeur de son sang. Puis il demanda à la corne enflammée de lui donner son sang. Part de la viande à son fils Memao, qui devrait définitivement devenir un guerrier totémique. Et puis le chef a remarqué que puisque Méman avait assez de force pour parler, il tiendrait certainement le coup. À ce moment, les hommes, attendant les secours, entendirent des bruissements dans les buissons. Par conséquent, les chasseurs se sont précipités pour se défendre, mais il s'est avéré qu'ils avaient attaqué Black Fan. Sha-1 a également couru hors des arbres après lui et a pu repousser le coup des chasseurs. Lorsque le chef a vu tous ceux qui venaient après Black Fan, il a été très surpris. Et après cela, le commandant a commencé à gronder le chasseur pour avoir demandé d'apporter des amulettes chamaniques, et non le chaman lui-même, car ces endroits sont trop dangereux. Et puis Subé a expliqué qu'il voulait lui-même venir à cet endroit, parce qu'il sait comment aider, et après cela, le gars a remarqué que la blessure était très grave et que les gens ordinaires ne pouvaient pas la supporter. Après cela, le chef a ordonné aux autres de ne pas intervenir pendant que le jeune chaman tentait de sauver le chasseur. Les filles, quant à elles, ont été surprises par la confiance du jeune homme, car elles savaient qu'il faut au moins 30 jours pour apprendre la magie, et il lance également des sorts sans parole, ce qu'elles ont vu pour la première fois. Ensuite, le commandant pensa que le vieux chaman avait raison, car Subé était très talentueux. Le jeune chaman, quant à lui, pensait que son pouvoir de guérison fonctionnait, mais la vitesse de récupération laissait beaucoup à désirer, ce qui signifiait que le premier niveau de traitement n'était clairement pas suffisant. Il décida donc de l'utiliser plusieurs fois. Le chasseur blessé a été choqué de constater qu'il ne restait aucune trace de sa grave blessure. Les autres ont décidé que le blessé était très faible et qu'il fallait donc l'emmener au village, mais lui-même a déclaré qu'il était encore capable de se battre. Ensuite, le chaman a dit à Méman de surveiller son bec, car tant qu'il serait là, les autres ne pourraient pas protéger le chaman. Pendant ce temps, les héroïnes entouraient l'écrivain, lui demandant comment il se sentait, ce à quoi il répondait qu'il était juste un peu fatigué, mais en fait, après 3 traitements, il avait l'impression que son âme était sur le point de quitter son corps. Après cela, le gars a vu que dans le système, ses capacités de guérison avaient augmenté de 9 points, puis il a demandé au système comment il pouvait retrouver ses forces, et ils lui ont conseillé de se reposer ou de prendre des médicaments. Et puis Subé a demandé au chef comment Men avait été blessé, parce qu'il vole si haut et si puissant, et il est également très puissant. Il s'est avéré que lors d'une patrouille, il a été attaqué par plusieurs loups des bois morts, et ce sont des animaux hybrides, donc bien que leur corps ne soit pas particulièrement fort, ils peuvent tirer des fléchettes en os, contre lesquelles il est difficile de se défendre. Yanua a fait remarquer au gars que même l'un des guerriers totems juniors les plus forts était en danger, mais Subé lui-même croyait que ce n'était pas le cas, ce qui était une opinion erronée. Le jeune homme n'était pas habitué au fait que dans ce monde il y a non seulement des animaux sauvages ordinaires, mais aussi de grands animaux que seuls de puissants guerriers totems peuvent combattre. Chaque grande bête est spéciale et est divisée en 3 catégories, qui comprennent les bêtes mixtes, les bêtes primordiales et les bêtes anciennes. Les guerriers totems se répartissent également en 3 niveaux, et dans leur tribu, Yanjiao, Kangxi, Méman, Sha-1 et Kinyan ont atteint le sommet du niveau le plus bas. En atteignant le sommet, un guerrier totémique junior devient un guerrier totémique moyen. Le gars comprenait comment sa force se développait, mais il ne comprenait pas quelle était la différence de force entre les guerriers totems de différents niveaux. Il était clair à quel point la différence était grande entre un jeune guerrier totémique et un soldat ordinaire. Et pendant que Subé réfléchissait aux nouvelles informations, le chef ordonna à Sha-1 et Black Fan de l'aider à escorter le chaman jusqu'au village. Et puis le jeune homme a dit qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas vu la source, car il devait en savoir plus pour le bien de la tribu. Ce à quoi le commandant a répondu que c'était très dangereux, car il y avait trop d'animaux et trop peu d'entre eux, donc il ne pourrait pas protéger Subé. Mais l'écrivain n'a pas abandonné, affirmant qu'il fallait résoudre de toute urgence le problème de l'eau. Le chaman a expliqué que sa sécurité n'était pas aussi importante que la vie des habitants de la tribu Yanlong. Lorsque le leader a vu à quel point le gars voulait aider les autres, il a accepté sa demande. Et puis le commandant a crié qu'il devrait protéger Subé à tout prix si quelque chose arrivait. Il s'est avéré qu'il n'était pas si facile d'atteindre la source, donc, même si la force du jeune homme était 2 fois supérieure à celle d'un humain, il était déjà fatigué. L'histoire s'est répétée sur la manière dont l'ascension de l'écrivain vers la montagne a été ridiculisée par les collégiens. Car encore une fois, presque personne n'avait l'air fatigué. Mais le bonhomme n'était pas le seul à perdre toutes ses forces, car Samiko avait aussi du mal à se relever. Mais il s'est avéré que la fille portait avec elle des fruits, qu'elle a trouvés en cours de route et a décidé de les ramasser, donc Subé avait de toute façon l'air le plus faible. Et puis le chef a ordonné à tout le monde de s'arrêter, car ils étaient enfin arrivés au bon endroit. Ayant atteint le réservoir, les héros virent des loups arboricoles, ce qui fit trembler les veines du chaman à cause de leur apparence étrange.
Et puis le chef a déclaré que même si les loups des arbres pouvaient encore être combattus, les crocodiles de pierre vivant dans le lac étaient le véritable problème. Les crocodiles de pierre se sont révélés être des animaux primordiaux, ils sont donc devenus les maîtres du lac, car il y en a plus d'une douzaine. Il est impossible de vaincre les crocodiles, alors les gens se contentent de collecter de l'eau au moment où les crocodiles rampent sur la terre pour dormir. Et puis le chaman a dit que c'était trop dangereux, alors nous avons dû utiliser notre esprit animal. Après cela, le chaman a ajouté que trouver une solution n'est pas si difficile, car ils creuseront. Le gars a noté que ce lac est une piscine naturelle qui peut retenir l'eau et qu'elle est alimentée par les eaux souterraines et le ruissellement de surface. Et s'ils parviennent à construire un canal quelque part dans les basses terres, près du lac, ils pourront alors approvisionner le village en eau et les gens n'auront plus à s'inquiéter. Puis l'une des amies a dit qu'elle ne comprenait rien, et la seconde lui a expliqué qu'il faudrait creuser un fossé. Black Fan s'avança et dit qu'il était prêt à creuser si nécessaire. Le chaman a demandé à l'homme s'il se sentait bien, car il avait été récemment attaqué, et Black Fan a répondu que tout allait bien, même si sa tête tournait. Se souvenant de l'attaque de Black Fan, Subé a demandé au chef pourquoi ils attaquaient au son sans hésitation. Car de cette façon, ils pouvaient tuer l'un des leurs. Le capitaine a expliqué qu'ils ont quelque chose à craindre, car dans les terres sauvages, ils ne sont pas différents des animaux, car ils sont soit des chasseurs, soit de la nourriture. Surtout la nuit, lorsque les animaux sont mieux orientés, attaquer en premier est un instinct qui rend les gens plus susceptibles de survivre. Et les guerriers se battent souvent les uns contre les autres, il vaut donc mieux subir quelques blessures lors d'un combat d'entraînement que de mourir à cause d'une bête. De plus, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, les chasseurs doivent donc être prudents. L'écrivain s'est excusé auprès du leader, affirmant qu'il avait tort, car il ne connaissait pas cette information auparavant, mais l'homme a ouvert les yeux. Pendant que les autres parlaient, Cro-Blanc avait déjà commencé à creuser, criant à tout le monde de regarder du mieux qu'il pouvait. Le chaman a essayé de calmer le chasseur en lui disant que le gars n'avait même pas dit où ils allaient creuser, car ils devaient d'abord descendre dans la plaine. Chacun a joué un rôle spécifique, par exemple, Yuing aidera Black Fan à creuser dans la bonne direction, et Yanua aidera le chaman à se débarrasser de l'herbe. Pendant que Yanua faisait sa part, Subé s'est soudainement figé au même endroit. Il s'est avéré que l'écrivain pensait qu'un guerrier entraîné était immédiatement visible, car la fille avait des fesses très gonflées. Miko a rapporté au gars que le sol à l'endroit où Black Fan creusait était devenu humide, ce qui signifiait qu'il s'approchait d'une source d'eau. Le jeune homme commença à penser que tout allait trop bien, comme s'il avait oublié quelque chose. Et puis tout le monde a entendu du bruit, alors ils ont immédiatement couru pour comprendre ce qui s'était passé. Il s'est avéré que le bruit était fait par un ours, ce qui n'avait pas l'air ordinaire car il était trop fort. Le chaman a demandé pourquoi les animaux avaient commencé à se battre, puis ils lui ont expliqué que si quelqu'un utilisait la source à ses propres fins et que d'autres animaux ne le permettaient pas, alors un combat commencerait. Et les crocodiles avec une armure de pierre ne participent pas, il ferait mieux de chasser si le camp perdant est blessé. Puis le jeune homme commença à penser que si le canal était creusé, il serait bientôt occupé par des animaux sauvages, tandis que l'eau contiendrait non seulement leur salive, mais aussi leurs excréments. Par conséquent, Subé a arrêté tous les travaux, expliquant que le fossé serait plus utile aux animaux qu'aux humains. Ensuite, le jeune homme a ajouté qu'il n'abandonnerait pas l'idée, puis il a demandé s'il y avait du bambou quelque part à proximité, car ils en auraient besoin. Quand les autres n'ont pas compris ce qu'était le bambou, ils ont dû expliquer que c'est une plante solide à l'extérieur et creuse à l'intérieur. Yanua a déclaré qu'il n'avait pas de bambou, mais qu'il y avait 3 plantes qui correspondent à la description, notamment l'arbre creux, l'arbre à os rouge et l'herbe sans cœur, et seul du bois creux peut être trouvé dans leur région. Lorsqu'on a demandé au chaman pourquoi il avait besoin de cet arbre, il a répondu que les avantages en seraient incommensurables, mais qu'il devrait faire un petit effort. Après tout, ils auront besoin de bois pour réaliser un système de plomberie primitif. Par conséquent, les héros sont allés chercher des arbres qui les aideraient beaucoup. Pendant que le chef abattait les arbres de ses propres forces, le chaman attendait à proximité la fin des travaux. Après cela, le jeune homme s'approcha de l'arbre pour l'examiner et vit que l'épidème était très dense, et que son épaisseur et sa résistance à la traction étaient remarquables. Le gars a expliqué que cet arbre est une véritable pipe faite pour eux par la nature. Ensuite, le chef a admis qu'il ne comprenait toujours pas ce que le chaman allait faire de cette bûche. Et puis une fille a appelé les héros pour leur dire que Black Fan avait trouvé de l'eau. Subé a dit au chef de prendre le journal et de l'apporter aux autres, et l'écrivain expliquerait le plan plus tard. Lorsque tout le monde se rassembla à nouveau, ils virent que Black Fan avait réussi à creuser un fossé avec de l'eau. Le jeune homme était heureux que l'on ait trouvé de l'eau souterraine et il se dit que c'était la première fois qu'il faisait cela, car auparavant il n'avait vu cela que dans des films. Les héros ne pouvaient pas croire qu'ils avaient réellement réussi à extraire de l'eau, et le jeune homme, quant à lui, pensait que s'ils essayaient de construire un aqueduc, les animaux le briseraient instantanément. Alors il décida qu'il devait construire un réservoir. Yanua a crié que si l'on pouvait extraire de l'eau avec du mil,
cela pourrait être fait directement dans le village, ce à quoi son ami a répondu que si cela fonctionnait ainsi, le chaman ordonnerait immédiatement que cela soit fait dans le village. Subé a expliqué que l'eau n'est pas disponible partout et que le village n'est pas situé de la meilleure façon, car il n'y a pas d'arbres à proximité, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau non plus. Le chef a continué à demander pourquoi ils avaient besoin de l'arbre après tout, parce qu'ils ne comprenaient pas du tout, puis le gars a expliqué qu'ils utiliseraient l'arbre pour pomper de l'eau. Si l'eau s'accumule progressivement dans le réservoir, elle débordera et l'eau commencera à se répandre, mais si l'on creuse un arbre creux dans le réservoir, l'eau s'écoulera à travers son noyau vide. Ainsi, le chaman veut creuser beaucoup de bûches jusqu'à ce que l'eau atteigne le village, et ainsi ils auront de l'eau. En entendant cela, les héros ont commencé à féliciter le jeune homme pour avoir eu de si bonnes idées. Yu Ying ne comprenait toujours pas comment l'eau restait dans le réservoir et ne pénétrait pas dans le sol. L'écrivain a tout expliqué en disant que la pression hydrostatique dans le lac est élevée, mais dans le trou elle est faible, de sorte qu'un peu d'eau s'infiltre dans le sol. Et puis le jeune homme pensait que les choses qu'il avait apprises grâce à ses livres lui étaient utiles dans la vie. Lorsque le jeune homme regarda les filles, il remarqua qu'elles ne comprenaient pas un mot de ce qu'il disait, alors on put s'arrêter là. Et comme il n'y avait plus de questions, il était temps pour l'équipe de se mettre au travail. Subé a ordonné aux autres de ramasser des branches et de l'herbe, car il était nécessaire de couvrir le réservoir des animaux, et après cela, Yanua et Black Fan devraient rester près du réservoir pour garder un œil sur l'eau. Et le gars a demandé au chef de l'accompagner au village, car le jeune homme avait aussi des ordres pour les autres habitants. Dans le village, le jeune chaman a annoncé à tout le monde que s'ils essayaient, ils résoudraient le problème de l'eau dans les prochains jours. L'écrivain a commencé à donner des ordres, disant que le travail des guerriers totems serait repris par les réserves et que Méman resterait aux commandes. Chakut et le reste des guerriers totémiques garderont la route menant au lac à ce moment-là, et les autres devront chasser tous les animaux afin qu'ils ne gênent pas le travail. La corne de feu sera responsable de l'approvisionnement en lézards, et la grenouille chantante les reliera, et la route devrait descendre pour que l'eau coule vers le village. Ensuite, on a demandé au chaman comment relier les arbres, car ils ne s'accrochent pas et l'eau s'écoule. Subé a dessiné la forme que devraient avoir les bûches pour qu'elles soient reliées les unes aux autres. Cela m'a fait admirer à nouveau le chaman qui propose des solutions aussi inhabituelles. Ainsi se passèrent 2 jours de dur labeur, auxquels tous les villageois participèrent. Et le travail des gens n'a pas été vain, car l'eau a finalement coulé de leur canalisation artisanale. Tout le monde était content, car grâce au chaman il y avait désormais de l'eau dans le village. Les cris des gens ont été entendus par le jeune Miko, qui était avec Subé à ce moment-là. Elle a dit au jeune homme que les villageois lui étaient très reconnaissants, car il les avait beaucoup aidés. Ce à quoi le gars a répondu que les résidents eux-mêmes étaient formidables, car ils travaillaient si dur qu'ils finissaient tout plus vite qu'ils ne le pensaient. Et puis le jeune homme a dit à Yuing qu'il voulait qu'une nouvelle règle apparaisse dans la tribu. Puis Afi a demandé de laquelle il s'agissait. À cet instant, le jeune chaman sourit mystérieusement, comme s'il savait quel effet aurait cette règle. Le gars a dit à Samiko qu'il devrait boire beaucoup d'eau chaude. Après cela, un ordre a été annoncé dans tout le village selon lequel les habitants devraient faire bouillir l'eau avant de la boire. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi faire cela, parce que c'était compliqué, cela prenait du temps et cela ne servait à rien. Ensuite, Yuing a expliqué à tout le monde qu'il y avait de petits insectes invisibles dans l'eau, il devait donc faire bouillir l'eau pour les tuer. Cependant, beaucoup pensaient encore que cela n'avait aucun sens, car si un chaman voit quelque chose que les autres ne voient pas, cela signifie qu'il voit simplement des fantômes. Même le chaman a dit qu'il n'y avait rien dans les coléoptères, car en période de famine, il les mangeait exprès, et rien de terrible ne se produisait. Et puis Nico a continué à essayer de convaincre les autres, en parlant d'une personne qui vomissait et avait de la fièvre depuis 1 semaine à cause de ces insectes dans l'eau. Mais tout le monde a continué à demander à la jeune fille, en disant qu'elle croyait à des bêtises, puis elle s'est rendue compte qu'elle était faible pour de telles disputes. Et puis l'héroïne s'est souvenue qu'elle était Miko, donc elle devait être forte pour que le chaman ne soit pas déçu d'elle, puis elle a dit aux autres de ne pas faire de bruit et d'écouter ici. Ensuite, Yuing a ajouté que le chaman lui-même lui avait dit que les gens ne comprenaient peut-être pas cela, mais il ne leur voulait pas de mal, donc quiconque désobéirait à l'ordre prendrait soin de lui-même et le chaman n'en serait pas responsable. Ces mots ont réussi à convaincre les habitants, car ils ont commencé à se souvenir de cas où des personnes sont mortes de diarrhée, qui pourrait être causée par de l'eau sale. Subé lui-même était heureux que la popularisation de l'eau bouillie batte son plein. Le gars a demandé à l'héroïne si elle avait dit aux gens qu'ils devraient attendre que l'eau refroidisse et ne pas boire d'eau bouillante, et elle a donné une réponse positive. Le jeune homme pensait que puisqu'il ne savait pas comment augmenter la population, il se concentrerait sur la réduction de la mortalité et qu'il lui faudrait ensuite fournir à chacun de la nourriture et des installations sanitaires. Et puis le jeune homme remarqua néanmoins que Yuing lui faisait quelque chose d'incompréhensible chez lui. Par conséquent, Subé a demandé à Samiko ce qu'elle faisait, ce à quoi la fille a répondu qu'elle posait de la paille parce qu'elle avait besoin d'un endroit où dormir. Il était inattendu que l'héroïne s'arrange un endroit pour dormir.
Yuying a expliqué au jeune homme que Miko devrait vivre avec le chaman, puis elle a pensé que Sube ne voulait pas de cela, puisqu'il le demandait. Le gars a répondu que ce n'était pas qu'il était contre, il était juste inquiet sur un point dont il avait commencé à parler, mais il avait hésité. Pendant ce temps, la seule chose dans les pensées du jeune homme était qu'il avait très peur de ne pas pouvoir se retenir, mais il n'en a toujours pas parlé à Miko. La nuit est tombée et l'écrivain n'a pas pu s'endormir, alors il est resté allongé là, sans bouger. Et puis Sube a demandé à la fille s'ils avaient vraiment besoin de s'allonger si près, parce que cela l'embarrassait beaucoup. Ensuite, l'héroïne a répondu que c'était nécessaire, car même si elle n'était pas très forte, elle pouvait certainement lui donner quelques minutes pour s'échapper si quelque chose arrivait. Le jeune homme pensa que c'était Yuying qui devait le fuir, puis il se souvint que demain il y avait beaucoup de travail, donc il devait essayer de dormir. Par conséquent, l'écrivain a commencé à compter les moutons, parmi lesquels est apparu un mouton avec le visage de Yanua. À cause de cela, le gars a commencé à penser à la fille, puis il s'est rappelé à quel point ses fesses étaient fortes. Le jeune homme lui-même se sentait mal à l'aise à propos de ce à quoi il pensait, alors il essaya de chasser de sa tête toutes les pensées inutiles. Il n'y avait aucun moyen pour le gars d'expulser Yuying, parce que si le chaman expulsait Miko, alors il se moquerait certainement d'elle, et Sube ne voulait pas ça. Le chaman a décidé que puisqu'il ne pouvait pas dormir, il passerait du temps à accélérer sa guérison. Il ne demandera rien à personne, alors il s'entraînera sur lui-même, car il doit être prêt à tout, et il est donc obligé d'augmenter le niveau de traitement. Le jeune homme a commencé avec une petite coupure au doigt, car il faut toujours commencer à lire petit. Sube a ensuite appliqué le traitement et a commencé à le développer pour sauver des vies à l'avenir.